Donc, voilà un retardataire. Bienvenue. Voilà, donc, merci Pascal encore d'être venu. Donc, Pascal a un double avantage. Bon, il est professeur donc, à l'Institut d'études politiques de Paris, mais aussi, il a une grande expérience de la Russie, où il a vécu 9 ans, puis 3 ans. Hein, donc, c'est quand même une longue période. Tu as parlé russe et tu peux reparler russe, donc ça c'est un atout. Hein. Et puis tu as vécu, voilà, tu as travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, donc voilà, c'est un sujet que tu connais bien. Et merci donc de nous le présenter. Voilà, donc on va débattre après ton exposé, puis ensuite on prendra un petit apéritif. Voilà. Merci beaucoup. Merci Henri de ton accueil. Merci au Cercle des Vicaires, d'abord de me faire venir à Grenoble. Je reviens avec un très grand plaisir. J'ai séjourné dans cette ville pas mal de temps, comme tu l'as rappelé, j'ai eu quelques attaches. Et j'aimerais aujourd'hui un peu évoquer avec vous ce conflit qui dure maintenant depuis d'abord trop longtemps, qui dure depuis plus d'1 an. Il est certain que je vais l'aborder principalement du côté russe, que je connais un peu plus, que je suis un peu plus, que j'essaie de suivre un peu plus, que du côté ukrainien, où là j'ai quelques informations, mais qui sont peut-être un peu plus parcellaires. Il y a une difficulté évidemment à parler d'une actualité aussi grave, aussi tragique. C'est un exercice particulièrement difficile, je ne m'y emploie pas souvent, je l'avoue, parce que c'est toujours extrêmement délicat. Pourquoi? Tout simplement d'abord parce que nous avons un problème d'information, nous avons un problème de source, nous sommes en guerre, donc ça veut dire qu'il y a de la désinformation, ce qu'on appelle autrefois tout simplement de la propagande, et qu'il faut faire effectivement attention à tout ce que l'on lit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit. Aujourd'hui, nous avons aussi un vrai problème, par exemple, avec les images truquées, ce qui a toujours existé, mais là, j'avoue que ça prend des proportions tout à fait conséquentes. Et puis, il y a un autre problème, qui est tout simplement le problème de l'émotion. Il est évident que parler de guerre, c'est toujours extrêmement délicat. Enfin, c'est des personnes qui, pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales, pour des raisons sentimentales, peu importe, ont un parti pris. Et ce parti pris est légitime, tout simplement parce qu'ils ont des attaches particulières, soit en Ukraine, soit en Russie, ou même encore à l'extérieur. Donc c'est toujours un moment extrêmement délicat que d'évoquer un conflit, mais il me semble important quand même aujourd'hui d'en parler. En parler tout simplement parce que même depuis 1 an, vous avez remarqué qu'il y a une sorte un peu de rétrécissement d'informations sur ce conflit lui-même, alors qu'il prend des dimensions, à mon avis, extrêmement inquiétantes. Ce que je vais dire, c'est effectivement, je vais plus essayer d'établir quelques faits, et ensuite, si vous le souhaitez, dans la discussion, nous pourrons peut-être élaborer une analyse, mais je ne vais pas me lancer là aujourd'hui dans une exégèse, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des exégèses, ce conflit, et que je trouve parfois un peu limité, tout simplement parce que il s'agit tout simplement parfois de rétablir un peu les faits. Partant des faits, on peut peut-être espérer, je dis bien peut-être espérer, commencer à trouver des éléments, non pas de solution, mais au moins des éléments qui nous permettent de dire, non pas qu'est-ce qui peut se passer, nous ne sommes jamais Madame Irma, mais qu'est-ce qu'on peut espérer à 1 mois, 2 mois, 3 mois, guère plus aujourd'hui. Alors ce conflit, tout d'abord, il a des caractéristiques très objectives que l'on peut analyser par la science politique. C'est un conflit de grande intensité. Je ne le dis pas simplement pour faire snob, c'est quand même un conflit de grande intensité, le plus grand conflit d'intensité en Europe depuis 1945. Et ça, je pense qu'il faut quand même s'en rappeler. Alors, il y a eu un autre conflit, qui est le conflit yougoslave, et qui a ses caractéristiques propres. Grande intensité, ça veut dire quoi? Simplement les dimensions. Les dimensions, d'abord, le nombre de personnes mobilisées. Alors là, déjà, on a un problème de chiffres. Combien de personnes ont été mobilisées du côté russe, combien du côté ukrainien? C'est extrêmement difficile à déterminer. On peut supposer, d'après les informations que l'on a et que l'on peut recouper, qu'au total, il y a eu un peu plus de 500 000 soldats russes dans l'armée russe mobilisés. Ce qui est quand même assez déjà conséquent, et ce qui n'est pas gigantesque, si on devait comparer à l'ensemble des mobilisables, évidemment. Là, on serait sur plusieurs millions. À cela, il faut ajouter les milices type Wagner, et aussi les armées des 2 républiques à Donbass, qui ont proclamé leur indépendance le 23 février 2022. Du côté ukrainien, c'est certainement beaucoup plus important. Pour une raison simple, c'est que c'est toute l'armée qui a été engagée dès le premier jour, une armée qui devait à peu près représenter 250 000, 300 000 hommes, plus la conscription. Et ils en sont
là, de façon très officielle, à la 8e conscription. Ce qui montre que c'est une guerre qui, mine de rien, mange les hommes. Il y a une expression aujourd'hui, je vais la répéter, à propos notamment de la région, la grand point de tension. Vous avez, maintenant, tout le monde connaît la géographie, hein, par l'Artemius Bakhmout. Dans la presse russe, depuis longtemps, on parle du fameux hachoir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est évidemment un conflit extrêmement meurtrier. Le front, grande intensité, le front d'ailleurs. On voit la carte, 1500 km de front. Je me suis amusé à essayer de chercher quelle était la longueur du front occidental pendant la Première Guerre mondiale, 750 km. C'est-à-dire que là, nous avons un front qui fait 2 fois plus important que le front de 1916. Le matériel, l'argent. Alors là, pour le matériel, je n'ai pas de données, mais on sent bien là aussi qu'il y a un engagement matériel qui est extrêmement conséquent. On ne peut pas faire la guerre pendant 1 an à cette échelle sans user du matériel et le produire. Mais là, pas de chiffres. L'argent, là aussi, combien coûte, on ne sait pas, simplement, il y a un certain nombre de chiffres qui, eux, sont, comme on dirait dans la banque, consolidés. L'Occident a déjà engagé, c'est le chiffre de février, 151 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Alors, ces 151 milliards, ça ne veut pas dire que l'on paye des armes, mais c'est beaucoup de choses. C'est de l'infrastructure, de la logistique, c'est de l'entraînement de troupes, etc., etc. Donc on s'aperçoit très vite que là, on est effectivement dans des dimensions qui font de ce conflit désormais un conflit de haute intensité. C'est un haute intensité également parce qu'il engage un pays, la Russie, la Fédération de Russie, qui est membre du Conseil de sécurité. Et ça, c'est important. Et qui est une puissance nucléaire. C'est aussi important. En face, et là aussi, c'est peut-être ce qui conforte l'idée d'intensité, en face, l'Ukraine, qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, mais qui est un État membre de l'ONU, qui n'est pas une puissance nucléaire, mais qui est aidée de fait par sans doute la plus formidable alliance militaire qui n'ait jamais existé. Je veux parler de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est 3 puissances nucléaires, c'est 3 membres du Conseil de sécurité. Donc on voit bien désormais que l'élargissement du conflit ukrainien depuis 1 an nous amène dans des proportions jusque-là inégalées. Évidemment, il y a d'autres caractéristiques, et notamment une caractéristique politique. Là, j'ai mis simplement à plat quelques éléments que l'on pourrait facilement utiliser pour un manuel d'histoire, un manuel de sciences politiques. Mais il faut aller un peu plus loin. Les caractéristiques politiques, quelles sont-elles? D'abord, juste pour poser le décor, ce conflit oppose 2 anciennes républiques soviétiques. Et donc, il faut bien comprendre que là, il y a une histoire qui commence, je ne vais pas remonter à 1917, mais peut-être à 1991, j'y reviendrai dessus. 91, fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Deuxième élément, c'est une guerre sécessionniste. C'est 2 régions, le Donbass, 2 républiques, 2 oblasts, comme on dit en russe, Lugansk et Donetsk, qui, depuis 2014, ont proclamé leur sécession. Et proclamant une sécession, nous sommes donc dans une logique de guerre civile. Oui, je pense que cette guerre est aussi une guerre civile, que l'on peut identifier aussi par des conflits qui opposent parfois des membres d'une même famille. On a connu ça en Irlande, pour la guerre civile de Finlande, enfin les guerres civiles, c'est ça. Et aussi, il y a un élément qui, là, apparaît de façon très nette, il y a un conflit d'ordre religieux, ou du moins la religion devient aussi un prétexte, parfois à tension forte. On l'a vu encore très récemment à propos de la Laure de Kiev, qui était sous l'obédience du patriarcat de Moscou, et qui est actuellement malmenée par un certain nombre de personnes, visant à remplacer l'Église orthodoxe pro-moscovite, pour faire vite, par une Église orthodoxe ukrainienne, qui est sous l'obédience du patriarche de Constantinople. Donc on est à l'évidence sur plutôt une guerre civile, c'est un conflit ouvert depuis 2014 au moins, bien au moins, qui a commencé sans doute, j'y reviendrai peut-être dans la discussion avec notamment l'affaire de Maïdan, qui a vu cette manifestation à Kiev, mais pas que, pour remplacer un président élu, et qui ne satisfaisait pas à l'évidence une foule, c'est ce que l'on appelait la fameuse révolution de couleur, vous vous souvenez de cela, et suite à ces manifestations, eh bien, il y a eu un changement de pouvoir qui a déclenché très vite les revendications autonomistes ou indépendantistes des régions de l'Est et de la Crimée. Mais en 2014, il s'est passé quelque chose pour la Crimée de très particulier, c'est que la Crimée a organisé un référendum sous des conditions très particulières, on pourra y revenir si vous le souhaitez,
qui a vu cette presqu'île être rattachée à la Fédération de Russie. Et donc 2014, on est bien désormais sur des logiques de tension, désormais d'affrontement net entre la Russie et l'Ukraine. Et maintenant, voilà le décor, le processus. Comment est-on arrivé à cette guerre qui, aujourd'hui, prend des proportions invraisemblables? Partons de 1991. 1991, on pourrait faire, sans référence à aucun titre, deux histoires parallèles. Celle de l'Ukraine et celle de la Russie. Alors, d'abord, il y a un terrain commun. 91, c'est le chaos. Un chaos dont peu de gens en Occident ont eu l'idée. Alors là, je peux en parler d'expérience. Ce chaos pourrait être symbolisé tout simplement par l'hyperinflation. Cette hyperinflation, dans nos manuels scolaires, souvent est représentée de façon presque caricaturale avec les fameux billets de banque en marque des années 20. Eh bien, c'était à peu près la même chose dans l'ancienne Union soviétique. L'argent avait cessé quasiment de circuler. On payait avec des liasses de billets qu'on ne défaisait même pas. Cette inflation, évidemment, ce n'est pas simplement théorique pour des économistes, c'est la ruine des gens. La ruine des gens vendaient tout ce qu'ils avaient. L'espérance de vie a décru de façon invraisemblable. Pour les hommes, l'espérance de vie n'excédait pas 63 ans à un moment donné. Il faut bien quand même se rendre compte de ce qui s'est passé. Pourtant, ces pays ont survécu. Ils ont survécu au prix aussi d'une contre-société qui tout d'un coup a affleuré à partir de 1991, au moment des indépendances. Une contre-société faite essentiellement une contre-société criminelle. Jamais le crime n'a été aussi important dans ces régions que pendant cette période des années, ce qu'on appelle les années noires, les années 80 à 90, où là, la criminalité a pris des proportions gigantesques. Alors ça allait de la criminalité, j'ai envie de dire, presque banale, à savoir, ça pouvait être, je vous donne un exemple, il n'y avait pas de propriété privée en Union soviétique. On l'a oublié. Le problème, c'est qu'on ne savait pas comment créer de la propriété privée. Ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas, la propriété privée. En 91, on a dit, ben voilà, maintenant, nous sommes un pays libre, libéral, capitaliste, libre de la propriété privée. On ne sait pas comment ça fonctionne. C'est ça, comment est née la propriété privée, comme aux États-Unis dans les années 1870-1880. C'est quelqu'un qui frappe à votre porte le soir, avec derrière quelques gros bras, avec un beau papier plein de tampons, en disant ben, ça c'est chez moi, tu t'en vas. Voilà comment les choses se sont passées. Les fameux oligarques, qu'est-ce que c'est qu'un oligarque? C'est quelqu'un qui a dit à un moment donné, cette usine elle est à moi, et qui a eu les moyens de faire respecter cette parole, qui l'a transformée en propriété privée. Et ainsi se sont bâties des fortunes invraisemblables, avec, en parallèle, ou en contre-feu, une société qui s'enfonçait dans une pauvreté, une misère incroyable. Les grandes villes perdaient de la population, émigration vers les campagnes. Pourquoi les campagnes? C'est simple, il faut manger. Et donc là, on retrouve presque instinctivement le retour au jardin. Comment, tout simplement, survivre dans un chaos invraisemblable. Quelques-uns vont partir à l'ouest, quand je dis quelques-uns, ils sont nombreux, c'est un pays qui non seulement perdait en espérance de vie, une mortalité qui explosait, et une émigration gigantesque. Cela vous donne un tableau démographique calamiteux sur 15 à 20 ans. Et je crois qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit pour comprendre je dirais, le marasme, l'inquiétude qui a pu germer au sein de ces populations qui se voyaient purement et simplement disparaître. Et ça, je vous demande de bien le garder en mémoire parce que ça explique quand même beaucoup de choses, et notamment le discours russe autour de Vladimir Poutine, qui dit, oui, mais attention, depuis 2000, ou surtout depuis 2010, la Russie a passé cette étape. La Russie est revenue, non seulement au rang des nations, mais jamais les Russes, dans toute leur histoire, n'ont jamais été aussi riches. C'est un discours que l'on entend. C'est un discours aujourd'hui et que l'on peut vérifier. Alors, attention, pas partout. Moscou, oui, si vous allez à Moscou, c'est mieux que Paris. Ça, je peux vous assurer que les rues sont propres, y compris en banlieue. J'habitais en banlieue, c'est-à-dire à peu près à 15 km du centre. Criminalité cachée, mais les rues sont très sûres. Une jeune fille peut prendre le métro, traverser tout Moscou, ça fait quand même à peu près la bagatelle de 100 km en métro, toute seule, par le dernier métro qui passe à 1h du matin. Et j'en ai vu. À Paris, c'est juste impossible. Même pas en rêve, en cauchemar. Mais c'est Moscou. Ailleurs, les choses sont différentes, les niveaux de vie ne sont pas du tout les mêmes. Histoire parallèle.
justement, j'évoquais le rétablissement de la Russie à partir des années 2000. Ça coïncide effectivement avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Il devient président, il succède à Yeltsin. Parallèlement, l'Ukraine continue dans le chaos. Chaos politique, chaos économique, chaos démographique. Et tout cela, évidemment, agrémenté d'un chaos économique général qui touche tout le pays, qui, là, pour le coup, se vend à l'encan. C'est-à-dire que les capitaux étrangers rachètent ce que l'on peut racheter. On connaît le scénario, on l'a vu en Allemagne de l'Est en 1990-1991. Alors qu'en Russie, à partir des années 2000, justement, il va y avoir une sorte de surveillance à l'égard des capitaux étrangers, avec des lois protectionnistes, interdiction de vente de la terre. Ou si la terre est vendue, plus exactement, elle est en quelque sorte louée à paille. C'est totalement différent. Donc d'où une certaine fragilité des positions industrielles et commerciales occidentales en Russie, parce qu'on demande toujours à la merci d'une expulsion. Chose très différente en Ukraine, où une fois passé la période des années 90 un peu compliquée, le système de propriété privée est finalement installé, même si on est dans un chaos. Une grande partie des terres ukrainiennes, apparemment, et là je demande Joker, parce que je n'ai pas la source, mais j'ai lu à plusieurs reprises qu'une partie des terres ukrainiennes appartenait à des grands groupes agroalimentaires, essentiellement nord-américains. À vérifier. C'est impossible en Russie, avec la loi actuelle. Alors, donc deux parcours, parce que la Russie, elle, évidemment, reprend, j'ai envie de dire, des couleurs. On pourra, si vous voulez, y revenir. De telle sorte qu'il y a, en 2022, il y a une différence. Ne serait-ce que de niveau de vie. À la limite, on pourrait presque comprendre les gens du Donbass voulant être russes, ou les gens de Crimée voulant être russes. Pourquoi? Parce que la monnaie, le rouble, en 2022, vaut quelque chose. Il y a un niveau de vie qui est très supérieur à la partie orientale de l'Ukraine. Et on peut tout à fait imaginer que cette annexion de l'Est de l'Ukraine, dans un premier temps, peut être considérée comme un bénéfice économique pour ces populations qui sont des faits d'infrastructures, hôpitaux, écoles, etc., etc., avec en plus un chaos politique permanent qui ne permet pas finalement de stabiliser une situation elle-même dramatique déjà depuis à peu près 2 décennies. Je ne veux pas non plus noircir le tableau ukrainien parce que je le connais moins bien. Là, j'imagine assez bien qu'il y avait une différence de niveau de vie et que, par exemple, l'annexion de la Crimée a pu être accueillie avec, dans un premier temps, après les choses peuvent évoluer, un certain sourire. Donc, nous arrivons à 2014, et 2014, à l'évidence, il y a un point de tension. Ce point de tension, c'est effectivement l'affaire Maïdan, qui a fait arriver au pouvoir, au final, un chef d'État qui a des déclarations plutôt pro-occidentales et qui se déclare plutôt hostile à toute forme d'autonomie à l'intérieur de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'on refuse l'évolution politique du Donbass et de la Crimée, c'est-à-dire de la partie essentiellement russophone de l'Ukraine. Vous le savez, l'Ukraine est divisée en trois parties. Il y a la partie des mines, l'Est, le Donbass, la Crimée, essentiellement russophone, qui connaît une population en augmentation dans les années 20 et 30 du fait de la collectivisation et de l'arrivée d'une grande partie d'une population dans toute l'Union soviétique. C'est pas toujours des Russes d'ailleurs. Le centre, qui est majoritairement russophone, qui est là où sont les principales villes historiques, Kiev et Kharkov. Et puis à l'ouest, qui n'a jamais été soviétique avant 1945 et qui était autrichien, qui faisait partie de la Galicie avec des grands domaines polonais. Et là, nous avons notamment des uniates avec cette église très particulière qui est une église d'Orient, mais qui reconnaît la primauté patriarcale du pape de Rome. Donc on a là, pour le coup, vraiment trois Ukraines différentes. Je ne veux pas insister sur le déterminisme historique. Je sais que vous le trouverez beaucoup dans toute une littérature. Je crois qu'il faut toujours être un peu prudent avec ce déterminisme. Je pense que ça ne marche pas toujours à tous les coups, et là encore, on manque peut-être encore un peu d'informations. Par contre, je crois assez bien à l'opportunisme économique, de dire que si on est russe, on aura peut-être des infrastructures que aujourd'hui le gouvernement de Kiev ne nous permet pas. Arrive donc 2014 et l'affaire de Maïdan, avec un certain nombre d'événements. Je voudrais en citer un en particulier, qui va servir beaucoup la propagande russe à un moment donné. Maïdan, ça nous a été présenté comme une manifestation plutôt sympathique, de protestation assez classique, bref, contre une dictature, contre l'oppresseur, et tout ce que vous voulez, avec jeunes, occidentales, européennes, tout va bien. Bon,
Oui, mais il y a des images que nous n'avons pas vues. Mais par contre, que les Russes ont vues, ou du moins la télévision russe, et toutes les chaînes télé russes, je peux connaître une chaîne maintenant aussi, c'est pire que chez nous. Hein. Une grande partie ont mis en boucle, parce qu'il n'y a pas eu que la partie sympathique. Il y a eu des moments extrêmement tendus, en particulier à Odessa. Un épisode que je voudrais signaler ici, parce qu'il va vraiment servir fortement la propagande russe en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé à Odessa? La même chose qu'à Maïdan. Protestation, etc. Odessa, ville russe. Attention, là on est chez les russophones. Hein. C'est le grand port de la mer Noire, fondé et gouverné par le duc de Richelieu, dont la statue est toujours en place au-dessus, en haut de l'escalier. Il s'est passé quelque chose, à savoir qu'il y a eu une résistance. Tout le monde n'était pas d'accord avec les manifestations de Maïdan. Et notamment un certain nombre de gens qui se sont réfugiés dans ce qu'on appelle la maison des syndicats. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Des groupes armés. C'est là qu'on voit arriver ces fameuses milices que l'on va découvrir ce 2022. Ces groupes armés qui existaient déjà en Ukraine, qui étaient plus ou moins payés par quelques oligarques locaux, vraisemblablement, ont attaqué cette maison devant les caméras, ont incendié la maison avec les gens à l'intérieur, et dès qu'il y en a un qui sortait, il était tiré comme un pigeon. Et tout ça en direct à la télévision. Et ça a duré quelque temps, un massacre. Autant vous dire que ces images-là, passées en Russie, ça ne me plaisait pas du tout. Je vous demande de garder juste cet épisode-là parce qu'on va le retrouver à un moment donné dans le conflit avec ces affaires des fameuses compagnies Azov, etc. Après l'affaire de Maïdan et l'annexion de la Crimée, ce conflit local va prendre une dimension internationale. Il va prendre une dimension internationale parce qu'à un moment donné, les Occidentaux vont dire il faut éviter la Yougoslavie, le fameux cauchemar yougoslave. Et on va commencer à entamer ce qu'on appelle pudiquement un processus de paix. Et vous connaissez, c'est le fameux format Normandie, les négociations qui vont arriver, qui vont se tenir à Minsk, qui vont réunir l'Ukraine, la Russie, et deux garants, l'Allemagne et la France. Plus, il faut une petite discussion là-dessus, éventuellement des représentants des deux républiques du Donbass, que refusent en longtemps les Ukrainiens, évidemment. Si vous reconnaissez deux interlocuteurs des deux républiques, ça veut dire que de facto, vous reconnaissez l'indépendance des républiques. Ce processus, vous le savez, avance. Il avance bien d'ailleurs. Les diplomates que j'ai pu rencontrer à Moscou chargés du dialogue de Minsk, il y a eu des mots. Certes, ils n'étaient pas dupes, il faut savoir qu'évidemment, il s'agissait d'obtenir des signatures en bas d'un papier. Vous savez, le travail d'un diplomate, c'est d'obtenir ces signatures. Après, on verra. C'est toujours fait comme ça, les traités de paix. Il faut le papier. Et on a eu le papier. Et c'est vrai que ce papier avait donné des garanties. Et portait un peu la charge sur Kiev, sur l'Ukraine. Reconnaissance des autonomies locales, reconnaissance linguistique, le russe, mais pas que, il y a des minorités hongroises, polonaises, etc. etc. Bref, faire de l'Ukraine un État fédéral, qui aurait peut-être pu contenter à la fois la partie russophone et même, finalement, celui qui apparaissait comme déjà l'adversaire, la Fédération de Russie. Donc ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché. Maintenant, nous savons, mais ça on ne le savait pas à l'époque, que les Occidentaux avaient déjà finalement pris leur parti du fait que, finalement, les accords de Minsk, c'était un papier que personne ne respecterait et qu'il fallait gagner du temps. Bon, c'est choquant, et comment dire, c'est choquant, mais après tout, encore une fois, c'est le travail diplomatique, étape par étape. Avoir ce papier, peut-être que la situation ne sera pas bonne, peut-être que le conflit partira, mais ça sera même plus pénible qu'un Russe qui, lui, a lu les Trois Mousquetaires. On parle des Trois Mousquetaires, et on est là. Pardon de cela, mais c'est vrai que les Russes que l'on rencontre, le maire de Smolensk, si vous posez la question ce qu'il pense de Paris, oui, j'y suis allé. Ben voilà, je me suis fait dévaliser, moi, ma femme et ma fille, sur les Champs-Élysées. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Donc on a perdu un propagateur du tourisme français. Très net. Et je ne vous parle pas des réflexions que j'ai à propos de la guerre du Nord. Norski Vokzal, comme disent les Russes. Et ça, c'est vrai aussi pour les Japonais. Voilà, alors on va retrouver ça, effectivement pas.
Et là, on a... Pour nous aussi, hein, quand on va à Gare du Nord... Oui, Michel. Oui, juste parmi les questions, les périphéries, sources de problèmes géopolitiques, moi je me suis toujours demandé si Kaliningrad était une enclave viable. Et si ce n'était pas quelque chose qui pouvait être d'un coup une source. Kaliningrad, c'est un endroit que je connais bien parce que d'abord j'étais le premier Français, peut-être occidental, à y mettre les pieds à une époque où c'était encore territoire interdit. 89. Alors, Kaliningrad, je vous rappelle, l'ancienne Königsberg, la partie nord de la Prusse, annexée, c'est ce qu'on appelle le trophée de l'armée rouge, c'est son nom officiel. C'est ce qu'on a gagné contre les fascistes allemands, comme on disait à l'époque. Une violente bataille, il a été détruit par les Anglais au bombardement, peu avant. Jusqu'en... Là, il y a eu de belles études, même locales, de l'université qui s'appelle Emmanuel Kant, d'ailleurs, l'université locale, les historiens sont vraiment penchés sur cette histoire. Moi, j'ai appris récemment quelque chose, en allant là-bas, justement, que jusqu'en 1975, à peu près, donc, accord d'Helsinki, les soviétiques, le pouvoir soviétique, était persuadé qu'il fallait le rendre un jour. On le rendrait. Alors, à l'Allemagne de l'Est, etc., c'était pas bien. Quand ils ont finalement, surtout après les accords d'Helsinki, considéré que désormais c'était à nous, enfin à nous, là ils ont fait sauter le château, pour y installer le beau bâtiment qui n'existe plus depuis, du parti. 10 étages, un bon. Ce qui voulait bien dire, ça y est, maintenant on garde. Ensuite arrive 90-91. Alors là j'y vais aussi. Une catastrophe. Là, pire, port de pêche, pas moyen de trouver du poisson. En plus, les gens disent, c'est le centre qui nous prend tout. Une situation, vous imaginez le moral, il n'y a plus rien. Tout tombe en ruine, les bateaux sont quasiment en train de couler tranquillement dans la rade. Catastrophe. Là, on ne sait plus. Grande inquiétude des gens, mais les gens sont terrorisés. Dès qu'ils voient un étranger, je me promène dans Kaliningrad, la banlieue, donc des vieilles maisons allemandes, je vois une petite dame qui vient voir. Vous recherchez votre maison? Comprenons, vous êtes un Allemand, vous êtes en train de revenir chercher, reprendre les clés. À la limite, elle aime les donner. Je dis non, on n'est pas là. On vient juste regarder l'architecture. C'est même incongru presque dans cette misère d'être touriste. J'en ai presque honte encore aujourd'hui. J'étais allé à Memel, enfin, Taipei, idem. Même système. Donc c'est une période catastrophique. J'y retourne passer des vacances parce que la côte est superbe. On part avec ma femme, on est parti une semaine sur les anciennes stations balnéaires allemandes, à Kranz, etc. Super vue, plage, quand il fait beau. Petit chauffeur de taxi, ah, vous avez de la chance, la pluie s'est arrêtée hier. Ah ben là, ça va changer. Là, il y a des slogans patriotiques partout. Et on voulait faire partout, Kaliningrad est russe et restera russe. D'ailleurs, très récemment... Comment ils font pour la flotte le transport? Ah ben, regardez bien, à chaque fois qu'il y a un petit souci, tout d'un coup, on sent l'ours russe rugir. L'affaire avec la Lituanie. Histoire de couper les liaisons ferroviaires, trains, oléoducs, etc. À chaque fois, c'est attention, ne touchez pas. Là, c'est casus belli. Il y a 2 mois, vous savez, il y a plein d'émissions de télévision invraisemblables, enfin comme on a, c'est pas, je ne regarde pas en France, mais je regarde en russe. Et là, il y a un type qui dit, il ne plaisantait pas du tout devant 2 députés de la Douma, il dit, ouais, enfin, si nous embêtent beaucoup, les Occidentaux, on aura des armes atomiques. Et d'ailleurs, il y en a un qui dit très sérieusement, ben voilà, il faut, et très exactement, il faut 1 minute 50 pour aller de Kaliningrad et raser Paris. Il a dit Kaliningrad. Il n'a pas dit autre chose. En plus, Kaliningrad, il se trouve qu'à un moment donné, la Russie et l'OTAN avaient une cellule de travail commune. Le projet de cette cellule que j'ai visité, c'était en 2013, donc avant 2014, fin de siècle. Le projet de cette cellule, c'était quoi? C'était, premier grand projet, beaucoup d'argent, l'OTAN mettait beaucoup d'argent pour aider les Russes à déminer la région. J'ai vu des photos
prise par des militaires de l'OTAN dans la région de Kaliningrad à l'époque où ils collaboraient. Mais il y a des forêts, c'est des tonnes et des tonnes d'obus, avec ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, qui sont là, enterrés. Ça ne peut pas rester là. Donc l'idée, c'était d'aider les Russes progressivement à nettoyer un terrain qui avait été, pendant à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et sans doute après, était devenu une sorte de gigantesque dépotoir d'armes, bizarreries, et en tout genre. Donc c'est une région, là tout le monde a bien compris, c'est là qu'est le quartier général de la flotte pour la Baltique. C'est pas Pétersbourg, c'est Baltisk. Donc tout le monde a bien compris que là, il ne fallait certainement pas essayer de toucher de quoi que ce soit. D'ailleurs, à chaque fois qu'à un moment donné, chacun, les Lituaniens ont essayé de... Tac, tout de suite. Là, on a vite remis les câbles comme il fallait. Par exemple, d'Ethernet, des choses comme ça. Donc Kaliningrad, à l'évidence, je pense que la Crimée pourrait redevenir éventuellement ukrainienne avant même que Kaliningrad ne soit. Et maintenant, les gens là-bas, c'est 100% russes. Enfin, russes. Ex-descendants soviétiques, parce que vous Il n'y avez... a plus de population prussienne. Non, toute la région de Königsberg a été vidée de ses habitants par la fuite de 1945. Il n'est resté d'Allemands dont j'ai pu rencontrer des descendants, que dans la région de Klaipėda. Donc la région de Memel, où là, effectivement, il y avait une association allemande qui essayait de survivre, un peu folklorique, avec un petit journal local. Mais la Prusse orientale, non. Ça avait été étonnant. Et donc, dès 1945-46, vous avez un appel à tous les jeunes qui sortaient de l'armée pour aller là. Et j'ai rencontré des gens qui me disaient, mais on arrivait là-bas, c'était fantastique, il y avait des magasins. Alors, le centre-ville a été détruit, mais il y avait la ville haute, qui est encore aujourd'hui, d'ailleurs, on la voit. Donc il y avait des magasins, des maisons de pêcheurs en briques, quand je disais parler du paysage, vous voyez, et avec un jardin, donc c'était... voilà, on donnait des clés, avec quand même l'idée, je me rappelle, et ça j'ai découvert ça il y a peu de temps, avec l'idée quand même qu'à un moment donné, il fallait tout rendre. On ne sait pas à qui, mais il fallait le rendre. Ce n'est qu'en 1975 que Brejnev et des siens, maintenant ça va, tout est stabilisé, on peut garder. Moi je veux, parce que l'heure avance, sauf, bon, tu voulais poser une question, vas-y. Concernant Azov et puis la dénazification, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on en sait, justement par rapport à l'historique Alors, ces groupes, ils semblent... Honnêtement, je connais très très mal. Je ne connais pas vraiment la généalogie, sinon que je les vois intervenir en 2014, notamment autour de l'affaire Maïdan, Odessa, etc. Et ce que j'en sais, c'est qu'ils ont effectivement servi de troupes actives lors de la mise en place du front violent de 2014 à 2022. Après, par qui sont-ils financés? Comment sont-ils organisés? Comment recrutent-ils? Certes, il y a plein d'informations là-dessus. Vous avez des auteurs qui considèrent que c'est le sujet principal. J'ai rencontré un journaliste français qui était sur place. Il m'a fait un tableau... c'est les hordes nazis qui reviennent. Je ne pense pas qu'il soit 300 000. Hein. Mais bon, encore une fois, je connais pas bien, je ne peux pas trop en dire, sinon que c'est devenu véritablement un point de fixation à partir de 2014 du côté russe. D'où le troisième item des objectifs de guerre de Poutine. Dénazification, c'est ces groupes-là qui le désignaient. Et ça, quelqu'un des affaires étrangères me l'a confirmé. C'était élimination, et bon, après il y a eu Mariupol, et l'Occident a découvert finalement ces groupes militaires ou paramilitaires. D'aucuns disent qu'ils font beaucoup de recrutement à l'ouest de l'Ukraine, donc dans la région justement ukrainophone et anciennement autrichienne de Galicie, où il y aurait là, peut-être, je ne peux pas en dire plus maintenant. Autre point, on a entendu parler aussi de laboratoires d'armes bactériologiques et de drones qui pourraient être utilisés justement contre la Russie avant le déclenchement de... Oui, alors ça, du côté russe, c'est une information qui a surgi, mais qui a disparu. De temps en temps, elle renaît. Du coup, j'ai tendance à dire, oui, peut-être. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments
pour dire qu'effectivement, il y avait sur place des usines de fabrication d'armes interdites, en définitive. D'ailleurs, puisqu'on est sur la question des armes interdites, j'en profite pour dire qu'on va avoir là un sujet, la question des crimes de guerre, avec la condamnation, enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact, la Cour pénale internationale, que la Russie ne connaît pas, qui condamne Poutine, enfin, qui condamne, je ne sais pas si c'est une mise en accusation, je ne sais pas comment on appellerait ça au niveau international. Inculpé peut-être de crimes de guerre. Ça, c'est déjà comme avec la Yougoslavie, on n'en est pas sorti, on s'en est sorti parce qu'en fait, les Yougoslaves ont laissé tomber les gens qui ont été inculpés. Là, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Au mois d'août, il va y avoir une réunion des BRICS, vous savez, cette association en Afrique du Sud. Ça va être intéressant de voir ce qui va signer. Parce que là, c'est les copains, si je puis dire. Évidemment, tout de suite, on dit à l'Afrique du Sud, vous arrêtez Poutine à sa descente d'avion. Hein. Bon, les Sud-Africains disent merci du message, on vous tiendra informé. Et ça c'est un vrai sujet, hein, la question du droit pénal international, qui est en fait international comme occidental. Sauf que ça va nous pourrir la suite. Comment on va faire pour dialoguer avec des gens qui sont déjà a priori des criminels? Sans parler des problèmes qui ne sont toujours pas complètement clairs. L'affaire de Boucha, par exemple. Compliqué. Avec la Chine, Voilà. Mais il y a des faits de crimes de guerre qui sont avérés. Du point de vue de la Cour pénale internationale, oui. Moi, j'attends qu'on pose la question, par exemple, du bombardement des populations civiles de la région de Gorlovka, qui est régulière. Il y a quand même maintenant plusieurs centaines de morts, même peu plus. Bombardement par les Ukrainiens. Par les Ukrainiens. Alors, par les Ukrainiens. Est-ce que c'est les fameuses milices privées? Encore une fois, là, est-ce que c'est les fameux mercenaires? Parce qu'en même temps, il faut considérer que de temps en temps, il peut y avoir des gens intelligents. J'imagine mal un officier ukrainien de l'armée régulière disant je vais tirer comme ça de temps en temps pour m'amuser, parce que c'est un peu ce qui se passe, sur les populations civiles ukrainiennes qui sont juste de l'autre côté. Par contre, on peut l'imaginer de mercenaires étrangers, on peut l'imaginer de groupes fanatiques, type Azov, etc., etc. Donc, sur la question du registre crime de guerre, crime contre l'humanité, on n'a pas fini d'en parler, mais ça va être un vrai sujet quand il va falloir commencer à négocier. Là, est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un qui est, a priori, et pas que lui, hein, tout le monde y est, Shoigu, Peskov. Ouais. Moi j'ai une question plus française et plus pratique, qui est de savoir s'il ne serait pas urgent que le CIO décale les Jeux Olympiques de Paris, puisqu'il est de règle que les Jeux Olympiques ne peuvent se dérouler que entre des pays qui ne sont pas belligérants. Or, comme quasiment tout le monde est belligérant, ou en tout cas en passe de l'être, on ne voit pas bien comment on pourrait avoir des Jeux Olympiques sereins qui se déroulent, et c'est dans à peine un an, hein, c'est vraiment très proche. On sent le CEO très embarrassé, hein, depuis le début, mais ça à chaque fois, que ce soit pendant les Jeux de Moscou, les Jeux de Los Angeles, enfin, très régulièrement, on a une remontée politique, le CEO, etc. Bon, là, disent, les Ukrainiens et les Russes pourront défiler s'ils signent un engagement de neutralité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, honnêtement. Je ne sais pas ce que c'est un engagement de neutralité pour un sportif. Ensuite, d'ailleurs, le pavillon olympique est là. Le problème, c'est que la tradition, depuis, alors je ne sais pas depuis quand, ça ne doit pas remonter tout au premier jeu, je ne pense pas, 98, mais à vérifier, c'est le fameux défilé sous les bannières, sous la bannière nationale, et la remise de médailles avec hymne et bannière nationale. Le problème, il est là. Hein. Le problème, il est là. Après, rappelez-vous, le boycott des Jeux de Moscou, où les Français ont défilé derrière le drapeau olympique. Parce qu'on ne boycottait pas sans boycotter, tout en boycottant que, voilà, on y allait sans y aller. Donc, sur ta réponse, je suis 100% d'accord. Il faudrait repousser. Enfin, aujourd'hui, y compris pour nos finances et l'équilibre de l'argent pour Israël.
Tu nous as parlé de la Russie, donc ça c'était ton sujet, mais si tu nous parlais de la France, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le fait que la France... LCI. Comment LCI? C'est inaudible, enfin c'est... Non mais ça Alors, en plus, ça reste de l'anecdote. Mais comment je veux dire, même si on était au programme pro-ukrainienne, c'est tellement caricatural que Alors, ça passe pas. juste pour répondre rapidement sur LCI, parce que quelqu'un m'a apporté une réponse avant-hier. Moi, j'avoue, LCI, vous savez, c'est une entreprise de bâtiment qui gère cette entreprise de bâtiment a beaucoup d'intérêt aux États-Unis. Ah oui. Vous connaissez le problème lié à l'externalisation du droit américain lié au dollar. Oui, oui. Vous pouvez peut-être comprendre pourquoi, à un moment donné, M. Bouygues et consorts fait que sa chaîne de télévision... Ah d'accord. Voilà. C'est pas de moi, hein. Je vous livre pas- une rumeur qui m'a été donnée. C'est pas fait tellement pour la population française, c'est fait pour les Américains. Je crois que vous savez, TF1, sa philanthropie, à mon avis, c'est une télévision commerciale. Je crois qu'il faut prendre aussi ces télévisions pour ce qu'elles sont. C'est une télévision commerciale, donc elles ont aussi des intérêts commerciaux à défendre. Et donc dans leur ligne de rédaction, on peut considérer que les intérêts commerciaux passent d'abord l'information. On va dire ça comme ça rapidement. Pour la question française. Alors, évidemment, dans un premier temps, c'est vrai que, on a été donc en poste diplomatique, j'étais assez guère étonné des premières réactions françaises, sachant que, nous avions quand même l'obligation, mais ça s'est marqué sur le site web du Quai d'Orsay, on peut voir quelle est la politique internationale de la France. La politique internationale, c'est promotion des valeurs, de quoi je parlais, et deux, promotion de l'Europe. Je me rappelle, le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Bon, à partir de là, quand vous êtes en discussion, en négociation avec un partenaire russe, là, les problèmes commencent à s'accumuler. Alors le nous, vous, alors là, c'est bien compliqué, parce que, oui, alors l'Europe, vous êtes français, oui. Bon, ben voilà, moi je veux parler à un Français, je ne veux pas parler à un Européen. Ça commence comme ça. Vous voyez, on va voir. Mais ce que j'ai pu connaître en Russie, je peux imaginer que dans n'importe quel autre pays du monde, c'est la même chose. Donc déjà, on a un problème de lisibilité à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est qu'une politique étrangère européenne défendue par un État, a priori souverain? Déjà, on a un premier problème. Donc, on comprend, la position française au début, c'est l'alignement. L'alignement parce qu'on n'a pas de ressources possibles pour déclarer. Là, bon, il y a eu quand même, comment dire, je ne voudrais pas être négatif complètement, parce que malgré tout, il y a des petits éléments qui peuvent me laisser espérer quand même qu'on puisse jouer une petite partie. Il y a des éléments catastrophiques. Les rencontres de Poutine, la divulgation des conversations Poutine-Macron, ça se fait pas. C'est-à-dire, personne ne sait, personne ne saura ce que Zelensky et M. Xi se sont dit ce matin. Ça m'étonnerait que les Chinois, alors les Ukrainiens, ce serait complètement fou s'ils le faisaient, divulguent des conversations qui sont des conversations qui sont de l'ordre, sinon du secret, au moins du discret. Ça, c'est, je dirais, c'est le côté mal élevé. On attend d'un Français qu'il soit bien élevé. La chance là, c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est la forme. Après, il y a le fond. Il y a le fond, on sent bien l'Élysée. Alors, ils ne sont pas pro-Poutine, hein, que ce soit la cellule de l'Élysée comme au Quai d'Orsay, pas du tout. Mais ça, à la limite. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui quand même un discours qui essaie, n'oublions jamais qu'un discours en relations internationales est essentiellement destiné à l'intérieur. La politique internationale, je dis que ça veut dire est généralement faite, non pas pour jouer à la géopolitique, mais une politique internationale est toujours destinée à faire évoluer une politique intérieure. C'est pour votre opinion politique que vous adressez. D'où les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur la Chine, etc. Indépendamment de la forme, il semblerait qu'à un moment donné, cette volonté justement de se distinguer. Dire, oui, bah, peut-être qu'on a quand même de reprendre une sorte de discours gaulliste. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est important. C'est important parce qu'aujourd'hui,
on a la fenêtre est quasiment fermée. Donc si on ne maintient pas, même en termes d'illusion, vis-à-vis des Russes, voire des Ukrainiens, en disant mais c'est normal, on pourrait imaginer un discours comme celui-là, c'était tout à fait logique et normal qu'on défende le droit international, donc on soit du côté de l'Ukraine. 1. 2. Maintenant, voilà, il y a une situation de fait, qu'est-ce que l'on peut maintenant raisonnablement négocier? Sachant que nous, dans la négociation, nous porterons essentiellement fait et cause pour la partie ukrainienne. Ce qui ne préjuge en rien de la négociation future en termes territoriaux. Oui, on pourrait imaginer ce type de discours. Avec derrière, autre chose, envoyer des signaux forts en disant, ben oui, mais nous, c'est pas les États-Unis. L'OTAN, oui, mais non. C'est une alliance, c'est un commandement unique, mais nous avons notre autonomie, sauf que l'autonomie, l'indépendance nucléaire. On peut le dire. Même si, bon, on saura qu'aujourd'hui c'est compliqué. Après tout, Macron est celui qui a dit que l'OTAN était un, comment il appelait ça, En mort cérébrale. Voilà, en mort cérébrale. On peut ressortir ces déclarations. Si on est en diplomatie, il faut jouer tout feu, tout bois. On peut ressortir ces déclarations. Dire, bah oui, finalement, c'est un mort cérébrale. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un secrétaire général de l'OTAN qui est complètement fou. Attendez, quand vous avez quelqu'un qui est en train de déclarer que oui, l'Ukraine a vocation à rentrer dans l'OTAN, ça fait bondir un certain nombre de personnes. Alors, il y en a qui bondit publiquement, Orban, classique. Il y en a d'autres qui n'ont pas bondi publiquement, mais qui ont dit non, ça ne va pas. Le secrétaire général de l'OTAN n'est pas habilité à dire une énormité pareille. Mais il l'a dit il y a quelques jours. Mais là, c'est intéressant, Pascal, mais tu réponds sur le terrain de la communication et de la diplomatie. Pas seulement. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir si les intérêts français qui étaient très importants en Russie, est-ce qu'ils ont été abandonnés, sacrifiés, ou est-ce que quand même on a eu l'agilité, l'adresse de les ménager et on pourra se réimplanter en Russie où on avait quand même de gros intérêts? Pour dire que sur le plan... moi je ne confonds pas diplomatie et communication. La diplomatie, c'est vraiment, on avance petit peu par petit pas en faisant attention à son interlocuteur, en prenant en compte ce que dit l'interlocuteur, ce que ne fait pas la communication. La communication cherche à influencer un comportement, ce qui est déjà très différent. Donc nous, on est obligé quand même toujours d'essayer de trouver des accroches pour à un moment donné faire avancer les choses. Alors après, sur la question des intérêts, ça c'est une autre question, je pense, mais là je ne veux pas m'avancer là-dessus. Honnêtement, je ne suis pas certain que le 24 février au soir, il y ait eu une note du Quai d'Orsay qui a dit passif, actif. Quels sont nos intérêts respectifs, etc. Si on se met dans telle position, ça n'a pas dû être fait. D'autant plus qu'on a effectivement des intérêts, on avait de gros intérêts aussi. Alors en même temps, toute proportion gardée, ce n'est pas là où la France a le plus d'intérêts. Depuis 2014, on ne peut pas dire, même s'il y a eu il y a quand même eu une rétraction de la présence française en Russie après 2014, très nette. Là-dessus, la Chambre de commerce, je vous invite, si vous vous intéresse, à regarder régulièrement les lettres, la newsletter, comme on dit maintenant, la lettre journalière de la Chambre de commerce franco-russe de Moscou. Là, on est sur le terrain. Il est certain qu'il y a eu des départs. Je peux espérer que ces départs ont été négociés. Je pense à deux départs en particulier. Renault. Togliatti, c'est, je ne sais plus, 200 000 habitants. C'est une ville-usine. On parle d'une ville-usine. Togliatti, on fait de la Renault. Mais à grande échelle. Bon, on est parti. Donc c'était repris. Maintenant un nouveau nom, une nouvelle structure juridique, etc. Ce que j'espère, c'est que en fait, c'est un habillage. J'espère. La même chose pour Rosbank, Société Générale. Le deuxième réseau étranger, de banques étrangères en Russie, avec Raiffeisen, qui viennent seulement de partir, les écoles. Donc nous, on est partis. Alors, on a bien vu, à la Société Générale, j'avais suivi ça d'assez près, ils ont mis du temps. Je pense qu'il y a eu des pressions politiques. Puis il y en a qui ne sont pas partis, qui sont accusés de tous les noms, etc., etc. La famille Muliez. Alors, il semblerait que là, ça bouge, c'est groupe Auchan. Mais Auchan, attendez, le nombre de magasins, c'est considérable en Russie. C'est un employeur important. Et si les grands magasins disparaissent, là on a un autre problème en Russie. Alors ils peuvent être rachetés, vous me direz. Mais bon, le rachat ne fait pas tourner, c'est pas du tout la même chose qu'une entreprise automobile, hein, le rachat d'un grand magasin. C'est une autre économie. Et là, dans
des villes où les centres-villes sont quasiment dépourvus de petits magasins, parce qu'on n'est pas Moscou-Pétersbourg, dans des villes de 100 000, 200 000 habitants, il faut aller à Auchan. Vous ne pouvez pas acheter votre baguette, enfin, il y a encore quelques boulangeries, mais plus beaucoup sur place. Et tout le monde va à Auchan. Achan, comme on dit en russe. Pareil que les Russes ont cru que c'était Achan, c'était un nom turc, mais bon, en fait, c'était un magasin turc qui s'installe. Mais la famille Lumière, alors c'est le roi Merlin aussi. Bah, c'est la même. C'est la même famille. Alors ça, c'est très très présent en Russie. Pour l'instant, ils ne sont pas partis. Donc, voilà. Et puis, bon, quand on regarde ce que fait la Chambre de commerce, j'espère, de temps en temps, j'essaie d'être un peu optimiste. Je dis quand même, de temps en temps, nos industriels et nos commerciaux sont parfois plus réalistes que bien d'autres personnages. Heureusement. Il est 9h30, les Pardon, amis. j'ai beaucoup parlé encore. Non, mais c'est très bien. Je propose de continuer les échanges en... Voilà, il faudrait que quelques-uns d'entre nous préparent... de diversion contre la Russie face à l'Ukraine. Voilà le tableau. Voilà le tableau, il est complexe, il est compliqué, il apporte plus de fumée que d'éclaircie. Aujourd'hui, dans la presse russe, on a tous les jours, on attend la fameuse contre-offensive ukrainienne. Bon. Avec des informations rigolotes sur le fait que une grande partie des troupes seraient formées actuellement en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, et devraient arriver prochainement en Ukraine pour lancer l'offensive. Alors les Russes qui sont toujours ils aiment bien raconter des histoires, donc ils nous disent maintenant à quelle date ça sera. Ils disent ça pour le 9 mai. Alors 9 mai, date symbolique, puisque c'est la grande victoire. Et puis 9 mai, pour une raison simple, j'ai vu ça dans la presse hier, elle va avoir lieu au sud, oui, je vous annonce tout là, elle va avoir lieu au sud, là, les Ukrainiens vont franchir le Dniepr, je ne sais pas comment, mais surtout, il va arrêter de pleuvoir, parce que là, il pleut beaucoup au sud. Et quand il pleut, dans cette région des steppes pontiques, on ne peut rien faire avancer. Mais le 2 mai, il ne pleut plus. Mais il faut que ça sèche. C'est un type sérieux qui écrit ça, c'est un journaliste sérieux. Il faut que ça sèche, ça va prendre 5 jours. Bon, plus un jour ou deux de préparation. Donc le 9 mai, je vous annonce qu'il y aura la contre-offensive ukrainienne. Si ça se passe, ça va être terrible. Vous imaginez le début. D'autant plus qu'encore une fois, les Russes n'ont pas mis toutes leurs artificiels. Ils sont économes en aviation, par exemple. Alors on nous explique que c'est parce que les Ukrainiens ont un super système de défense antiaérienne. Enfin, n'empêche qu'en mars de l'année dernière, toutes les infrastructures ukrainiennes étaient par terre, après des raisons. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'armement. Et puis, il y a ces fameuses bombes qui ont fait leur apparition il y a un mois, des bombes d'une tonne 5, je ne vois même pas tout ça, qui en plus auraient, c'est bricolage à la russe, ils auraient mis une espèce de petit GPS qui permet aux bombes de bouger de 60 km et de tomber exactement là où il faut. Ça aurait fait quelques dégâts il y a quelques semaines. Enfin, tout ça est évidemment calamiteux à bien des égards. Nous ne savons pas où nous allons. Quel pourrait être le scénario? Changement de pouvoir. Il est certain que si Zelensky, qui s'est engagé sur un non, passe la main d'une façon ou d'une autre, ça permettrait à un nouveau gouvernement d'entamer un début de négociation. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de négociation. Du côté russe, changement de gouvernement, on va voir en 2024. Je n'y crois pas trop. Hein. Ça me semble bien improbable, sauf accident. Et même l'engagement russe vis-à-vis des populations du Donbass, je ne vois franchement pas comment on va pouvoir négocier sur un retrait complet des armées russes sur la frontière ancienne de l'Ukraine. Il ne faut pas rêver, sans parler de la Crimée. Donc là-dessus, les Occidentaux sont muets, quand ils parlent, c'est dans une situation très unilatérale. On va voir ce qui va sortir de cette conversation, notamment déjà de ce matin, de la Chine, qui s'installe et s'impose comme un acteur désormais essentiel des relations internationales dans le monde. Merci, j'étais un peu long. Voilà, des questions. Voilà, qui veut intervenir, poser une question? Oui? J'ai une foultitude de questions, c'est extrêmement intéressant, c'est incroyable. On en choisissait une ou deux parce qu'il faut que les autres puissent en poser aussi. Je sais pas.
un petit peu d'historique aussi, quand même, juste un mot, si vous voulez bien, sur l'historique. Plus fort. Un mot sur l'historique comment dire, certains côtés des Ukrainiens que je connais ou des Russes, ils me disent c'est le cœur battant de la Russie, l'Ukraine, Kiev, c'est là que la Russie s'est créée, la Russie tsariste, pas l'Union soviétique, donc bon, voilà. Il disait personne ne pensait l'attaque, mais soi-disant les services US l'avaient prédit, il faut ouvrir. Oui, cette histoire d'Occident-Orient. Là, franchement, je fais appel à votre expérience quand même importante. Je dis, cette notion d'Occident-Orient, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, de l'autre côté de l'Oural, on va dire c'est l'Orient géographique, mais l'Occident, ils sont quand même occidentaux, les Russes, c'est pas l'extrême-Orient. Je ne comprends pas. Ou alors l'Occident extrême, alors on va dire l'extrême-Occident, alors on va dire. Voilà, il y a des choses qui m'échappent un peu. On va laisser Pascal répondre. Très rapidement. Alors, sur l'Ukraine, effectivement, l'histoire nous dit que Slav, Vladimir, il est prince d'Ukraine, prince de Kiev. Et à partir du 10e, 11e siècle, oui, ça remonte très loin, tout cela, il y a cette poussée démographique des Slaves du sud vers le nord. Le nord, il est inhabité. Au 11e siècle, ce sont des forêts. Voilà. Et donc le sud, par contre, a déjà une activité, notamment agricole. C'est les clairières médiévales qu'on a connues, l'établissement des monastères. Et puis ces principautés marchandes. Il faut imaginer l'ouest, enfin, la partie ouest Oural là, du coup, de la Russie. Il faut imaginer, pour ceux qui connaissent les États-Unis, c'est à peu près la même type de géographie. C'est les fleuves qui sont importants. Les fleuves, c'est les véritables autoroutes. Donc si vous dominez les fleuves, parce qu'on ne peut pas, la Russie, c'est impraticable. Enfin, le monde russe, on peut bouger 3 mois par an. Entre les neiges, la fonte des neiges, il n'y a pas encore de la neige, mais il y a déjà y en avoir, c'est très compliqué. Finalement, le seul moyen véritablement de circuler dans cet espace, c'est par les fleuves. D'où le bois, par exemple, les fameux bateliers de la Volga, etc. Et avec cette montée démographique vers le nord, il y a 2 choses qui se mettent en place, à savoir un réseau de villes commerçantes, comme chez nous les foires, Provins, etc. Et c'est Smolensk, c'est Novgorod, c'est sur la Volga Nijni-Novgorod, avec tous les liens entre la Baltique et la mer Noire. Plus cette population qui vit dans les forêts. Il va y avoir l'épisode qui va un peu bouleverser tout ça, c'est l'invasion tatare. Cette fameuse période mongole où, il ne faut pas imaginer les Tatars partout, c'est simplement l'impôt. Et c'est une suzeraineté qui se met en place et qui va étouffer en grande partie tout le commerce qui s'était mis en place entre le XIIe et le Xe, XIIe, XIIIe siècle. Les monastères, comme activité économique, se rétractent, alors en même temps, c'est la période peste noire, enfin, ce qu'on a connu, 14e, 15e siècle, c'est pas franchement la bonne période. Et il va se passer quelque chose, ce sont certaines villes du Nord qui vont à un moment donné prendre le pas politique sur la région de Kiev, et un prince en particulier, le prince de Moscou. Alors, il n'est pas tout seul dans l'affaire, il y a Yaroslav, Vladimir, Sousla de principautés qui ont repoussé progressivement les Tatars jusqu'à la conquête de Kazan par Yves le au XVIe siècle. Kazan, la fameuse 3e capitale pour les Russes, c'est incroyable ça. Kazan, c'est la 3e capitale. La première, c'est même pas Kiev, la première c'est Moscou, la deuxième c'est Pétersbourg, la 3e c'est Kazan. Et vous avez à Kazan, qui est une ville superbe cathédrale, inaugurée par Catherine II, et juste à côté, la mosquée, qui a été refaite récemment par les Émirats, toute flambante neuve. L'Ukraine. L'Ukraine, à un moment donné, va se retrouver tout simplement un peu en dehors des grands circuits et va se trouver disloquée entre plusieurs zones d'influence. Sans oublier l'Empire ottoman qui est au sud. Mais zone d'influence polonaise, qui va être complétée par une zone d'influence autrichienne, et puis une zone d'influence russe sur la partie est. Avec, alors, en plus, une économie essentiellement agraire, parce que nous sommes sur des terres noires, donc une terre très très riche, mais qui n'est pas exclusivement ukrainienne. D'ailleurs, la bande de terre noire va jusqu'au Kazakhstan. C'est une sorte de grande moraine. Quand on survole, d'ailleurs, on voit bien, il y a, à un moment donné, les bois s'arrêtent, et là, d'un coup, il y a une grande ligne est-ouest qui commence du
côté au sud de Smolensk et qui va jusqu'au dans le Kazakhstan. Là, c'était riche, au sud. Et donc, ça va être le domaine des grandes propriétés foncières. Et évidemment, les grandes propriétés foncières vont être principalement dominées par l'aristocratie, éventuellement russe à l'est, mais surtout polonaise à l'ouest. Polonaise, galicienne, tout ce que vous voudrez, voire des Hongrois, seigneurs hongrois, etc., dans toute la partie est. C'est le domaine de la grande propriété, comme on connaît en Prusse aussi, avec un servage, par exemple. Vous voyez, et tout ça va évidemment voler en éclats à la fin du XIXe siècle. Qui travaille dans les grands domaines? Les paysans qui ont leur propre langue, voire leur propre religion, ça sera ces paysans ukrainiens qui sont, d'ailleurs, nous sommes dans la zone du servage. Zone du servage. Je rappelle que le servage a été installé que je ne dise pas de bêtises. C'est Catherine du XVIIIe, c'est ça. C'est le XVIIIe siècle pour empêcher les paysans de partir. D'ailleurs, c'est une poussée démographique. Il y avait la tentation pour beaucoup de quitter ces zones pour aller notamment vers l'Est. C'est du Far West, hein, dans l'autre sens. Et donc le servage a été ensuite aboli. Ça a provoqué plein de complications dans l'Empire russe, 1861, Alexandre. Mais l'Ukraine va être divisée entre finalement deux empires. L'Empire d'Autriche du XIXe siècle et l'Empire russe, le résultat du Congrès de Vienne en particulier. Lemberg, Lvov, Lviv aujourd'hui, va être véritablement le lieu de l'Ukraine occidentale. Cette partie-là ne sera annexée qu'en 1945. Et dans cette partie-là, vous aurez notamment une résistance ukrainienne très forte au régime soviétique. C'est aussi une zone qui a été 2 fois allemande. Une première fois en 1918-1919, qui va d'ailleurs pousser jusqu'à Kiev, avec l'occupation des troupes allemandes, avec une période de grand trouble. Lisez La Garde blanche de Bulgakov. C'est un roman merveilleux d'ailleurs, qui se situe pendant cette période, où vous avez une succession de pouvoirs assez invraisemblables dans cette région, avec des populations extrêmement mélangées. Enfin, on retrouve à Odessa aussi. Grande population juive également, pas oubliée dans cette région, avec des massacres réciproques, des villages qui s'incendient. Enfin, c'est une région un peu turbulente. Et le pouvoir soviétique, lui, va s'installer dans la partie orientale. D'abord, il va s'installer à Kharkiv aujourd'hui. D'ailleurs, le pouvoir soviétique est installé par Staline lui-même. Je ne sais pas s'il y a des liens que vous avez faits sur la suite, notamment dans les années 30. Mais Staline connaît très bien la région parce qu'il y a mené la guerre civile. Et la partie orientale va être pendant la période soviétique. Alors, les mines de charbon existent déjà avant, bien entendu. Les mines de sel existent avant la période soviétique. Mais c'est une période où on va voir arriver une grande quantité de gens pour développer l'industrialisation soviétique. C'est l'époque. Et ces gens viennent de partout de l'URSS. Et la langue qui va être utilisée, c'est le russe. Vous allez avoir ainsi, quand l'Ukraine va prendre la forme qu'elle va avoir après 91, c'est-à-dire en 1945, vous avez en réalité plusieurs Ukraines. Puis en plus, le monde est... Ce territoire est gigantesque. Je ne parle même pas de la Crimée, qui elle a connu aussi bien des turbulences. Tatars expulsés. Staline les emmène bien loin. Population russe. En 1991, vous savez ce qui s'est passé en 1991? Ça, j'ai un souvenir de cette période. Ces indépendances, comme je dis, j'ai vu des villages proclamer leur indépendance. L'indépendance, c'était à qui voulait la prendre. Et après le coup d'État d'août 91, que font Yeltsin, enfin ceux qui finalement étaient déjà au pouvoir, chacun a gardé, en gros, essayé de garder pour éviter la dislocation complète de l'ensemble, a essayé de garder tout simplement les frontières soviétiques. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. La situation était telle qu'en définitive, on a gardé, grosso modo, on a gardé les frontières de l'URSS. J'avais posé de savoir si la question de la Crimée. Ah si, à un moment donné, là, à Moscou, tout d'un coup, ils ont réagi, ils ont dit oui, mais quand même, il y a la question de la flotte. C'est là que Sébastopol a gardé un statut spécial pour conserver la flotte russe en mer Noire. Donc cette zone est effectivement une zone de turbulence perpétuelle. Votre question est-ouest.
j'ai du mal à y répondre. Simplement, en russe, les Russes disent nous, eux. Vous voyez, je ne peux pas vous en dire plus. Eux, c'est nous. Voilà. Alors après, vous avez tous les débats slavophiles du 19e siècle, bon, l'imitation de l'Occident par Pierre le Grand, les marchands allemands. Les marchands allemands qui viennent s'installer dans le quartier est de Moscou ne peuvent pas s'installer dans le centre. D'ailleurs, ce quartier a toujours le nom d'un des meilleurs amis de Pierre le Grand, qui était un Suisse qui s'appelait Le Fort. Le quartier s'appelle Lefortovo, d'ailleurs qui a toujours une architecture un peu particulière, parce qu'en plus il a été protégé de l'incendie de 1812 grâce à une rivière. Vous voyez, et puis l'orthodoxie. Nous sommes dans le monde des chrétiens d'Orient. Vous savez, ici aujourd'hui, dans l'Arménie, il y a les catholiques, c'est l'horreur. Les hérétiques. Le principe de l'Église autocéphale additionne, on va dire, augmente aussi la répulsion de cette imitation de l'Occident. Donc il y a un phénomène de je t'aime moi non plus, quelque part. Bon, là, le balancier, apparemment, part vers l'Est. Si vous allez à Moscou, vous êtes dans une ville occidentale. Là, le grand problème, je veux dire, le grand problème des moscovites, encore une fois, les moscovites sont un peu privilégiés. Hein. C'est pas la Russie. Enfin, c'est comme une ville de 15 millions d'habitants, 16 millions d'habitants. Hein. C'est pas petit. Leur grand problème, c'est les vacances. Je vous jure, le gros problème aujourd'hui, c'est comment on va partir en vacances avec les sanctions, etc., etc. Tous les avions sont pleins pour le sud, Chypre, la Crimée, et même en Chypre. Les prix pour la Turquie, on ne peut plus y aller tellement les prix ont explosé. Voilà, vous voyez. Et puis, j'ai appris, j'ai même des amis qui m'ont dit « Ah, mais tiens, on était à Paris l'autre jour. » Je dis « Comment vous avez vu ?»« Ah, ben on est passé par Dubaï. » Voilà. Il faut être... Mais j'ai envie de dire, on se pose la question pour les Russes, c'est bizarre, mais on ne se pose pas la question, par exemple, pour les Américains. Moi, je me poserais bien la question pour les Américains. Est-ce qu'ils sont occidentaux ou pas? Est-ce qu'ils ont... C'est quand même un pays né quand même des minorités protestantes, avec une culture très particulière, avec une géographie très particulière, avec une sensibilité, voilà, et on ne s'aime pas. Hein. Les Américains nous détestent, ça je peux vous l'assurer. Ils ne nous aiment pas du tout. Ils nous méprisent plus exactement. Les Français, c'est des aristocrates, ils sont pédants, etc., etc. Alors, nous, on n'a presque, pas toujours, on n'a pas toujours eu les yeux de chimène pour les États-Unis. Hein. Louis XVI était un peu forcé quand même. Beaumarchais était pour quelque chose. Pas que. Mais on pourrait se poser la question aussi, vous voyez. Et puis, voilà, il y a des pays qui, à un moment donné, se retrouvent aussi confrontés à l'Occident, où on est dans la logique d'imitation. Si on va beaucoup plus loin, je pense au Japon, par exemple. C'est très intéressant, le Japon, dans ses rapports avec l'Occident. Mais c'est vrai qu'il y a une continuité territoriale. Les États-Unis, on a la chance, genre, il y a l'océan. Mais là, il y a une continuité territoriale qui pose effectivement problème. Et quand on traverse par la route, bah, c'est vrai qu'on voit quand même le paysage changer. L'architecture change. C'est pas passer en Lituanie, on passe de la pierre. Ce qui est intéressant, c'est la frontière entre la zone de Kaliningrad, l'ancienne Prusse orientale, et la Lituanie. Quand on passe de la région de Kaliningrad en Lituanie, à Kaliningrad, il y a encore des maisons de briques dans la campagne. C'est les anciennes fermes prussiennes, avec les canaux de drainage, un petit peu plus liés. Voilà. Les Flandres. Hein. Dès qu'on passe en Lituanie, c'est plus tout pareil. Bocage, des bois et des maisons de bois. Et ça, vous les avez jusqu'au bout de la route. On pourrait multiplier les exemples. Il y a, voilà, ce sont des zones de transition, quelque part. Mais il y a aussi cette conscience forte qu'il y a 12 fuseaux horaires derrière. Et quand on est à Novosibirsk ou dans des villes comme Omsk ou autre, honnêtement, ce qui se passe à Moscou, c'est quand même très très loin. Et a fortiori, c'est encore plus à l'est. Vous voyez. Mais quand on est à 4 ou 5 fuseaux horaires déjà de la capitale, ce qui se passe, comme on dit, au centre, bon, c'est plus ou moins intéressant. Et on est aussi dans une logique très locale, mais pas locale, sur une géographie qui est tellement immense, aussi, qui fait... Il y avait une troisième question que j'ai oubliée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel? Moi, j'aimerais revenir sur les
des oligarques. C'est quand même intéressant de voir comment, dans l'anarchie, se constitue une classe dominante. Alors, d'où ils viennent? Ils ne sont pas nés comme ça, dans la spontanéité. C'est des anciens de nomenclature, ou bien c'est d'autres groupes. Et dans la nomenclature, est-ce que c'est plutôt les technocrates ou plutôt les bureaucrates? Alors, en 91, donc on a un changement politique radical, il faut bien comprendre, radical, et un changement de société, un changement économique total, on est tout par terre. La conséquence, c'est que vous avez l'émergence tout de suite, on peut tout de suite parler de la loi du plus fort. Donc si on parle de la loi du plus fort, c'est celui qui, à un moment donné, est capable d'imposer ses règles aux autres. Je veux dire, ceci est à moi. Et là, ça dépend des lieux, ça dépend des configurations. Par exemple, le directeur de, je sais pas, une usine métallurgique, C'est à moi. eh bien, c'est à moi. Alors il va racheter, il y aura des actions qui vont être données à tous les ouvriers. Il faut croire que la participation des De Gaulle, de Yeltsin, bon, ils ont racheté des actions, parce que ça ne crée plus rien d'impact. Bon, vous imaginez, quoi, j'ai le paquet à tout le monde, c'est à moi. Ensuite, pour consolider mon pouvoir local, parce que c'est souvent une grosse entreprise qui est liée à une ville de 200 000 habitants. Ensuite, vous avez les féodalités. Vous avez l'ancien patron du Partcom, du parti, qui, en fonction de ce qu'il va faire en 91, va devenir un allié ou pas. Et donc, en réalité, vous avez tout d'un coup des connivences qui sont en train de se mettre en place pour mettre en coup près une région. Vous voyez, ça part beaucoup, justement, je crois, hein, parce que j'ai lu quelques études là-dessus, ça part beaucoup, justement, des grands patrons d'industrie. Enfin, les grands patrons, le mot n'est pas exact, parce qu'en régime soviétique, il n'y a pas de patron. Mais c'est le directeur, voilà, qui est là, sur la table en T, qui est capable d'imposer, évidemment sur la partie haute du T, d'imposer à tous les autres en d'oignon sa volonté. Plus, ce qui est assez facile, très vite aussi s'attirer des gardes du corps. Qui dit garde du corps, dit milice privée, etc. etc. Communiste ou pas, en général, quand on est directeur d'une entreprise, on est communiste. Voilà. On pourrait, après, ceux qui sont au pouvoir, proprement dit, ben, eux ont intérêt, on le voit en Ukraine, on l'a fait en Azerbaïdjan avec la famille Aliyev, par exemple, ont intérêt à avoir auprès d'eux ces gens-là. Et c'est un peu le problème, ce qui va se passer en Russie, c'est que ces gens-là vont conforter le pouvoir. Et Poutine, c'est l'hypothèse que l'on émet à partir de 2002-2003, ben, commence à faire un peu le ménage. Le ménage même physique, qui disparaissent. Jusqu'à un moment décisif où il change une règle fondamentale, c'est que les gouverneurs, c'est un État fédéral, les gouverneurs vont être nommés. Ça change tout. La seule région qui a gardé son statut initial, c'est justement le Tatarstan, qui reste le seul sujet de la fédération avec le statut de république, et avec un président de la République. 15 ans, il y a de l'argent, il y a le pétrole. Voilà, toujours pareil. Donc, vous voyez, alors après, il y a des générations. Là, je parle de naissance il y a 25 ans, un quart de siècle. Entre-temps, il y a d'autres personnes qui ont monté, d'autres qui ont disparu, d'autres qui... Voilà. Alors, ceci dit, ça serait intéressant de faire un peu de sociologie, justement, de cela, de voir comment aussi naît une forme de capitalisme sauvage. Et de savoir comment, à un moment donné, de la loi du plus fort, on arrive à une sorte de stabilisation et la création d'une classe bourgeoise, je reprends là du coup du terme marxiste, une classe bourgeoise installée, puis par ruissellement, par prendre la thèse libérale, l'idée que c'est en train de se constituer une classe moyenne. C'est un peu la pression que donnait justement la Russie avant la guerre. C'est l'idée qu'arriver à se constituer, c'est pour ça aussi qu'il y a eu un choc. On avait un peu l'impression que c'était constitué finalement une sorte de bourgeoisie. Le russe affreux qui achetait une villa sur la côte d'Azur, etc. Tout ça, ça commençait un peu à disparaître au profit de gens, appelons-les plus civilisés. C'est-à-dire des gens comme vous et moi. Moi, j'ai eu des étudiants russes, j'ai encore eu des étudiants russes, je peux vous assurer que je ne peux pas faire la différence entre un étudiant de Moscou et un étudiant d'une université américaine ou belge, ou de la bonne bourgeoisie brésilienne, par exemple. Ce sont des étudiants internationaux.
coup, ça va poser, enfin, cette guerre, elle interrompt un processus. Ou si elle n'interrompt pas, elle va le tordre. Qu'est-ce qui va sortir de là? Mystère. Voilà, je ne peux pas aller plus loin après. Nadia? Oui, juste pour apporter une petite contribution à la question sur les oligarques. J'avais regardé un petit peu quels étaient ces oligarques, et c'était Abramovich, Gary Pascal et d'autres. Beaucoup ont eu des soucis et se sont allés se réfugier en Israël. On ne peut pas les extrader. En ce qui concerne, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, mais je me souviens du fameux épisode où Poutine est allé, c'était tout au début, dans une usine que Gary Pascal voulait fermer, et il l'a contraint à signer le maintien de l'activité. Et il y avait un petit épisode amusant parce que Gary Pascal en question n'avait pas signé, et il l'a obligé à venir. Et ensuite, ce Gary Pascal est parti avec le stylo de Poutine, mais il rendait moins mon stylo. Donc c'est une petite vidéo qui a beaucoup circulé. Vous voyez, là on est bien toujours dans, on voit bien un bel exemple du rapport de force. Et là, c'est net, c'est vraiment une boxe. Moi, je me permets une incise quand même. Il semble quand même que dans la société russe, si on enlève cette société déjà un peu mondialisée, ces étudiants qui ressemblent à des étudiants des campus américains, mais ça doit représenter 0,3 pour 1000. Bon. Mais quand même, dans la société russe, il y a tout de même un conservatisme sociétal que Poutine exprime. C'est-à-dire une opposition à toute cette idéologie wokiste, à toute cette permissivité, ce vieux courant. Slavophile, peut-être. Voilà. Alors, oui, qui plonge ses racines dans l'histoire russe, mais qui est quand même vivante. Et y a-t-il une classe moyenne qui quand même supporte cette pensée, cette philosophie russe? Je suis un peu ennuyé. Je n'aurais pas de réponse en fait. Parce que il y a un problème de géographie. Il y a Moscou et le reste, et dans le reste, il y a des différences. La population classe moyenne de Yaroslav, pas très loin de Moscou non plus, hein, ça se fait facilement. 3 heures, 4 heures de train, ça va. Il y a une classe moyenne. Une classe moyenne, mais bon, la vie d'une d'une petite ville russe de 300 000 habitants, c'est aussi actif que, au mieux, que ma petite ville de Fontainebleau qui en a 13 000. Donc on n'est pas non plus sur des brassages de population considérables. Quant à ce conservatisme, j'ai envie de dire, on pourrait additionner les éléments qui empêchent une greffe sociétale de type américaine. D'abord, tradition d'une Russie qui reste très attachée à ses valeurs, etc. Oui, c'est un peuple, depuis le XIIe, XIIIe siècle, le peuple de paysans, qui certes est parti à la ville forcé dans les années 1920-1930, et Wisniewski là-dessus, ils sont très bien, montre très bien ce déracinement qui fait qu'on reproduit des attitudes, entre guillemets, rurales à la ville. Moi j'adore, j'ai habité dans un immeuble récemment, enfin il y a 3 ans, dans un immeuble loin dans la banlieue de Moscou. J'avais, comme dans le village, j'avais mes 3 petites vieilles assises sur le banc, comme en Corse, par exemple, et qui papotaient, et qui savaient absolument tout ce qui se passait dans l'immeuble. Je peux vous assurer qu'elles savaient très bien quand est-ce que je rentrais, etc. Et elles me disaient « Ah tiens, on ne vous a pas vu hier !» Voilà. Bon, pardon, c'est un peu de la société de bazar, mais ça vous montre aussi quand on prend les livres de recettes ou dans les magazines, etc., c'est des recettes qui sont des recettes russes. On ne peut pas vous faire des sushis. Ça, c'est évident. On va reprendre, ne serait-ce que parce que, simplement, il y a même des villages où les villages, ils n'ont pas vu... il y a des villages qui sont un peu perdus aussi. Hein. Et là, on retrouve finalement aussi une grande population américaine. Quand on est au fin fond du Vermont, que je connais bien, vous assurez qu'il y a des villages dans le Vermont qui ressemblent beaucoup à un village russe. Hein. C'est pas parce que Solzhenitsyn y était, pas seulement. Donc il y a ça. Alors après, oui, il y a peut-être aussi l'orthodoxie quelque part.
la question du retour du religieux. Compliqué. Il y a des sociologues qui nous expliquent que non, finalement, il y a un retour de façade, etc. Moi, j'ai un peu des doutes sur ces conclusions-là. Là encore, ça dépend où. Si on est Pétersbourg, c'est vrai que les églises ne sont pas pleines. Certains quartiers de Moscou, je suis pas sûr qu'elles sont pleines. Mais Moscou, c'est 15 millions, donc proportionnel. Enfin, vous voyez, il se passe quelque chose là aussi sur la question religieuse. Et pas oublier aussi, là je reviens à ce que tu disais en introduction à propos de l'association. Et rappelez-vous le discours d'un certain Georges Marchais au début des années 70. On n'était pas dans le sociétal. Les immigrés d'Ivry-sur-Seine, la question de l'avortement, la place de la femme qui doit être définie par sa condition sociale, certainement pas son sexe, pas son genre. Il y a une morale communiste qui n'a absolument rien à voir avec... elle est née de quoi, cette morale communiste? Il y a un Karl Marx. Cette morale communiste, elle est née tout simplement d'une idée simple, à savoir que c'est la majorité qui fait l'élément de l'histoire. C'est pas l'addition des minorités. Jamais. La majorité, c'est, alors selon les époques, ça va être la nation, le peuple ou le prolétariat. Mais il n'y a pas de distinction de la couleur, du sexe, ou, je ne sais pas moi, on ne va pas convoquer la société des Foxeria Polure, quoi. Ils n'ont pas de raison politique. Le marxisme, dans sa version classique, le socialisme, dans sa version classique aussi, on pourrait citer d'autres auteurs, n'ont jamais envisagé en Europe ce type de divisions qui sont venues, c'est là que j'aimerais bien un jour creuser, on ne peut pas tout faire à mon avis, mais là aussi je pense qu'il y a une spécificité américaine liée, c'est Alain Besançon qui en parle un peu, c'est une origine protestante aux États-Unis, mais pas le protestantisme de Luther ou de Calvin, des Huguenots chez nous. L'idée qu'il y a à un moment donné une cassure, la création de communautés diverses. Je parlais du Vermont, j'ai enseigné dans une université de Middlebury, un endroit formidable. Middlebury, j'ai compté, il y a 12 lieux de culte pour une ville de 12 000 habitants. Voilà. Ça m'intéresse davantage. Et je vois bien comment, justement, alors appelons ça wokisme, tout ce qu'on dit aujourd'hui, peut proliférer sur cette segmentation d'une société, ça ne marchera pas sur une société de type européenne, qui, elle, jusqu'à maintenant, était beaucoup plus homogène. Même si, encore une fois, la Russie est un pays, la Fédération de Russie, c'est un pays multiethnique, multilinguistique, multiconfessionnel. J'ai rencontré le vice-mufti de Moscou, ça m'a pas paru franchement sectataire. Bien sûr, il y a l'islam, bien sûr, M. Poutine vient à la mosquée chaque année. Toutes les rues aux alentours de la grande mosquée de Moscou sont pleines lors de la grande fête début septembre. Mais après, il faut que tout rentre dans l'ordre. Et la mosquée est là pour ça. Et le recteur de la grande mosquée, je vous assure, c'est pas le nôtre. Ils ont eu des Coupe du monde de football. Voilà le rôle du mufti de Moscou dans cette affaire. Parce que pour la Coupe du Monde, il a fallu en faire venir des travailleurs immigrés du Kazakhstan, du Ouzbékistan, etc. Ils payaient pas cher. Très vite. La Coupe du Monde était une grande réussite. Problème, les lieux de prière. Comme on fait tout d'un coup, vous avez 300 000, 400 000 ouvriers qui arrivent, qui débarquent. Il faut trouver des lieux de prière. Pas de problème. Les autorités de la ville appellent le mufti, mais il dit pas de problème, je vais m'en occuper, et tac-tac, et il y a des lieux de prière. Et ça déborde pas. Et après, tout le monde rentre chez soi tranquille. Il y a un rapport Église-État, moral-État, et très particulier, on va dire ça comme ça. D'autres questions? Nadia? Oui, je trouve. Enfin, est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe en Russie, où les populations sont des populations locales, musulmanes, et la France, où il y a une importation des populations musulmanes, c'est pas du tout. Et dans quel objectif? C'est plus l'importation des populations russes, musulmanes. Non, c'est pas pareil. Non, après ils vont rentrer chez eux, ces travailleurs. Oui, ils rentrent. En France, ceux qui viennent, ils ne rentrent pas chez eux. Aussi, ils restent chez eux, c'est chez nous. Oui, alors, ceci dit, il y a quand même des questions sur une émigration venant d'Asie centrale et même
Afghanistan, etc., qui est très nette dans un certain nombre de villes. Et eux ne repartent pas. Donc, la Fédération de Russie a aussi sa question migratoire. Ça, je peux vous assurer, pour avoir discuté avec les autorités locales, ils se posent des questions. Mais, et là, ce qui est terrible, c'est quand vous discutez avec des Russes qui sont allés en France. Et là, ça vous a plu, pareil, on est content, parce qu'en plus, les Russes, eux, c'est Alexandre Dumas, on a encore petite carte à jouer, pas beaucoup, mais on a encore celle-là. Le problème, c'est que 99% des Français n'ont pas lu les Trois Mousquetaires. Donc je vous recommande franchement, si vous allez un jour en Russie, lisez avant les Trois Mousquetaires, parce qu'il n'y a rien d'autre étape qui sera à franchir. On y va, évidemment, encore une fois, dans ce type de négociation, petit pas par petit pas. On ne fait jamais la paix universelle, mais que quand on peut croire à ça. Or, il va se passer quelque chose, j'ai presque envie de dire presque d'inattendu. Alors maintenant, aujourd'hui, ça y est, c'est comme l'effondrement de l'Union soviétique. Tout le monde l'avait prévu. Rappelez-vous, le 24 février 2022, ils ont tous tombé de notre armoire. Qui pouvait croire? Alors on savait bien que depuis quelques jours, oui, il y avait des régiments, ça tournait, etc., il y avait des hélicoptères, bon. Mais une guerre, qui, le 23 février au soir, pouvait imaginer la guerre qu'il y a aujourd'hui? Personne. Personne. Donc c'est véritablement un coup de tonnerre le 24 février 2022. Déjà, certainement, 2 jours avant, évidemment, les deux républiques, alors vous voyez bien, 2-3 jours près, les deux républiques avaient proclamé leur indépendance. Le lendemain, elles demandaient leur rattachement à la Fédération de Russie. La Douma votait, et là, ça y est, c'est la ligne rouge, votait leur attachement à la Fédération de Russie. C'est la guerre. Ça y est. Désormais, la Fédération de Russie, en droit, d'une certaine façon, droit un peu abstrait, mais quand même, en droit, du coup, devait défendre l'intégrité territoriale des deux républiques qui, désormais, étaient rattachées à la Fédération de Russie. Bon. J'ai envie de dire, les juristes russes, comment dire, ils sont très pragmatiques. Ils font tout dans l'ordre. Ils ont tout fait dans l'ordre. C'est imparable. Les deux républiques demandent d'intégrer la Fédération de Russie, on les accepte. Une partie du territoire est occupée par une puissance étrangère, donc il faut repousser les puissances étrangères. Point. Évidemment, en droit international, ça ne va pas se passer comme ça. Il est évident. Aujourd'hui, les discussions avec... J'ai appris tout à l'heure que M. Xi Jinping avait téléphoné ce matin à M. Zelensky. On n'a pas encore les éléments, sinon que la première chose qu'il y a une heure ou deux est sortie, c'est qu'il y aura une délégation chinoise qui va se rendre à Kiev, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi ils vont discuter, mais la délégation chinoise, c'est qu'il faut respecter le droit international. Avec Taïwan, je sens qu'on va aussi, on se prépare à des surprises. La guerre est déclarée. Alors d'abord, Poutine est fou. Poutine est un psychopathe. Poutine est un ancien agent du KGB, je veux dire de méchanceté à l'égard d'un de mes collègues, qui aujourd'hui a fait un superbe, que je connais bien en plus. Stéphane Courtois a fait un livre, je le dis, affligeant, le livre noir de Vladimir Poutine. Désolé, on ne peut pas analyser ce qui se passe actuellement simplement dans la tête d'un homme en disant il ne s'est pas bien réveillé le matin, et comme il était membre du KGB il y a 40 ans, il a gardé un côté un peu psychopathe. Ça n'a pas de sens. D'abord, il faut être clair, on ne sait pas ce qui s'est dit le 23 février au soir entre Shoigu, Poutine, comment il s'appelle, le patron de service secret, j'ai dit le nom là à l'instant. Qu'est-ce qui a motivé leur décision? C'est des gens pour qui la guerre, ça veut dire quelque chose. En plus, ils ont fait de la guerre à Tchétchénie. Donc, tant que nous n'avons pas les éléments concrets, la discussion qui a motivé le fait qu'à un moment donné, il a fallu appuyer sur un bouton, pour l'instant, nous sommes dans les fables. Donc, je dénie complètement, comme il y a une imposture intellectuelle, toute analyse psychologique. Ça ne satisfait pas en tous les cas. Donc, on est là, on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu très vite des objectifs de guerre. Très vite, Vladimir Poutine a donné ses objectifs. Le 24 soir, on les a. Il y en a 3. La libération des deux républiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La libération, c'est-à-dire le retrait des troupes ukrainiennes de ce qu'on appelle les oblasts. Or, depuis 2014, ces deux oblasts, ces deux régions, sont coupées en deux. Alors, vraiment en deux. Une partie en Ukraine, l'autre partie, mais indépendante, désormais russe depuis le 23 février. Donc le retrait sur l'ensemble des deux régions. Bien.
Première chose. Ça correspond assez bien à la logique de l'intervention militaire. Ça va plus loin. Il y a deux éléments complémentaires. Une démilitarisation de l'Ukraine. Là, tout le monde s'est un peu interrogé tout de suite, mais l'Ukraine, en quoi c'est un danger? C'est une armée, ils ne sont pas nombreux, ils ont un vieux matériel, ça ne marche pas, etc. C'est là qu'on va commencer à comprendre, en réalité, qu'il y a un jeu, si je puis dire, de l'OTAN, depuis déjà quelques années, en Ukraine, vraisemblablement, au moins depuis 2014. Qu'il y a déjà des éléments... L'Ukraine est rentrée dans une stratégie atlantique, sans que, fondamentalement, nous en savions quoi que ce soit. Côté russe, ils le savaient. Troisième élément, alors on s'est posé des questions, dénazification. Alors là, qu'est-ce qui prend la petite dénazifier, trouver des nazis en Ukraine? Là, c'est là qu'il faut faire intervenir les images de dessin. Ce sont les images de dessin qui reviennent à la surface, à savoir que ça va pointer essentiellement ces fameux groupes de milices type Azov et autres qui avaient proliféré dans les années 90-2000, sorte d'armées, des armées privées en quelque sorte. Il y a déjà Wagner. Et là, ce sont des armées privées qui mettaient en coupe réglée un certain nombre de régions et qui avaient été mobilisées en 2014 contre le Donbass. Car en fait, et là aussi, on a été un peu aveugle. Depuis 2014, il y a une guerre dans le Donbass. Depuis 2014, les gens se tapent dessus. Il y a une ligne de front qui a été d'ailleurs extrêmement bien fortifiée par les Ukrainiens. Donc, on a quelque chose de tout à fait singulier dans ce mot de dénazification. Nous, on ne l'a pas compris sur le coup. Mais pour le gouvernement de Moscou, c'était très clair. C'était l'élimination de tous ces groupes militaires ou paramilitaires qui, finalement, menaient la guerre civile depuis 2014. Et on les a découverts notamment à l'occasion de l'offensive de Mariupol. Alors, il y a trois étapes dans le conflit. Là, maintenant, on peut faire une sorte d'historique depuis un an. Il y a eu, et là, après, on faut faire attention parce qu'on peut être vite dans les hypothèses, il y a eu cette fameuse offensive sur Kiev, qui est passée par le nord. Quand on regarde un peu, maintenant, de façon un peu à froid, les choses, on s'aperçoit que les Russes n'ont quand même pas mis l'essentiel de leur armée dans l'offensive de Kiev. On peut imaginer, et ça encore une hypothèse, que il me semble assez raisonnable, que l'on imagine un conflit court. C'est normal. Personne n'a vraiment envie d'un conflit long. Quand on déclenche la guerre, vous vous souvenez peut-être de l'intervention d'Henri Guénaud il y a quelques mois, qui parlait de ce livre le nom m'échappe, qui s'appelle Les Somnambules. Ce livre que je vous recommande, c'est le nom d'un revenir tout à l'heure, évidemment, l'auteur, qui explique que finalement, en 1914, après la dernière guerre balkanique de 2013, finalement, on allait être tranquille, c'était fini. Et que les gens sont allés à la guerre, finalement, presque de façon mécanique, sans trop savoir ce qui allait se passer. Et quand on déclenche la guerre, ça va être court. On peut imaginer raisonnablement que ça a été le pari, à un moment donné, de la Russie. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un autre conflit à peu près du même genre sur la Géorgie. Et l'offensive, je ne vais pas rappeler ici l'affaire géorgienne, mais l'offensive russe vers Tbilissi, c'était une intimidation. Faire tomber le pouvoir pour ensuite obtenir un certain nombre d'avantages, y compris territoriaux et l'indépendance de l'Abkhazie, etc. On peut imaginer que la première offensive de fin février-mars, c'est ça. C'est faire peur à Kiev, panique, le régime s'effondre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Là, je n'ai pas d'idée. Il y a ensuite, parallèlement, deux autres offensives, et ça c'est normal, non pas sur la ligne de front du Donbass, où il y a la concentration de militaires, mais au contraire, un peu comme en tenaille, au nord et au sud. Et là, ça marche. Là, les troupes russes avancent, parce qu'il n'y a rien. Vers Kharkov, que l'on imagine ville russe, russophone, attachée à la Russie, c'est l'ancienne capitale soviétique, de l'Ukraine soviétique. Et puis vers le sud c'est la plaine pontique, il n'y a rien. C'est plat. Plaine pontique. Et ça va, ils vont même avancer tellement, ils vont dépasser le Dniepr, aller jusqu'à Kherson, c'est-à-dire pas très loin d'Odessa. Mais là aussi, nous sommes il y a un an, les effectifs sont faibles. Regardez déjà l'immensité du territoire qui est sous contrôle russe, avec peu d'effectifs. Et pourtant, une ligne de front va se stabiliser. C'est le deuxième épisode. Alors, il va y avoir ce retrait, de Kiev, ce retrait notamment de la rive droite du Dniepr, un peu plus tard,
ce retrait dans la région de Kharkov. Donc là, tout le monde a dit, l'armée russe, ça ne marche pas, etc., etc., etc. Elle a des défauts, l'armée russe. C'est certain. Mais il ne fallait peut-être pas l'enterrer trop vite. La preuve, c'est qu'elle est encore dans une guerre de haute intensité. Et puis, il y a troisième temps, après le retrait, c'est cette stabilisation, c'est ce front, c'est ce hachoir dont parle la presse russe, notamment, sur la ligne de front classique, celle de 2014, celle qui est nord-sud, entre, disons, la région, le nord de la ville de Lugansk, et qui va jusqu'à la boucle du Dniepr, avant que celui-ci n'aille vers l'ouest, et puis ensuite vers la mer Noire. Et c'est ces lignes, ces points très fortifiés, ces villes super fortifiées, qui après la chute de Mariupol, l'accès à la mer d'Azov, vont être véritablement le front, et c'est Verdun. C'est Verdun, c'est-à-dire en plus, maintenant on le voit bien, là, les images, c'est-à-dire avec Internet, même, comment dire, la grande nouveauté, c'est que maintenant, tout le monde a Facebook, Twitter, TikTok, etc. Donc les soldats, ils envoient des images. Alors du coup, ça vous permet parfois d'en récupérer et de dire, effectivement, qu'est-ce qu'ont fait les Russes? Ils ne sont plus sur une logique offensive, ils sont mis sur un duel d'artillerie. Sauf que l'artillerie, elle est plutôt du côté russe, elle n'est pas du côté ukrainien. Et évidemment, on bombarde. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que voulaient faire les Allemands à Verdun. Tirer l'armée française vers une poche, bombarder, éliminer l'armée française, et ensuite pouvoir percer sans trop de difficultés. Bon, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, je m'arrêterai là. Mais c'est quelque chose que l'on peut raisonnablement là aussi entrevoir. Et donc cette destruction terrible par artillerie des soldats ukrainiens est quelque chose vraiment d'épouvantable aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas, là aussi, la partie ukrainienne de bombarder les villes. Parce qu'en plus, quand on regarde le front, vous savez, la région du Donbass, c'est un peu le Nord-Pas-de-Calais ou la région Wallonie, avec les villes minières. On est toujours un peu dans le périurbain. Il y a des villes, il y a de la campagne, il y a des villes, il y a la campagne, c'est pas très net. La ligne de front, elle passe au milieu. Donc vous avez des obus qui tombent sur des villes comme Gorlovka. Le front est dans la ville. Le front est dans la ville. Et donc, évidemment, il y a encore des gens qui vivent de part et d'autre. Et donc, là aussi, c'est une des grandes particularités de cette guerre. On ne connaît pas le nom, il y a énormément de morts civiles. Là, pour l'instant, pas de chiffres. Voilà, la guerre semble finalement s'installer, comme elle s'est installée en 1915 dans les tranchées. Pourtant, il y a quand même quelques nouveaux paramètres. Il y a quand même d'autres éléments qu'il faut maintenant faire surgir. Parce qu'une guerre qui dure change l'ensemble du métabolisme, à la fois social, économique et même international. Poutine, il y a un mois, fin mars, un an après le début du conflit, a fait un discours de politique étrangère. Toujours intéressant d'écouter le discours de politique étrangère. Et là, on peut noter quand même des faits nouveaux, ou plus exactement, une autre vision que celle qui précédait au début du conflit. D'abord, 2 points, résumés. D'abord, il y a cette fois, alors c'est pas le mot ennemi qui est utilisé, j'ai oublié le en russe, c'est pas adversaire, c'est plus qu'adversaire. Dans tous les cas, il y a quasiment, avec les guillemets d'usage, un ennemi désigné, ce sont les États-Unis. Et l'Occident, avec l'Europe. L'Europe vue comme alliée subalterne des États-Unis. Alors, on pourrait parler de la vision qu'ont les Russes de l'Europe, de l'Union européenne, ça nous emmènerait très loin. Sachez simplement que eux, le multilatéralisme européen, ça ne les intéresse pas. Et 2, pour eux, ils étaient toujours persuadés, ils ne le sont plus maintenant, que l'Europe était commandée par Berlin. Que c'est l'Allemagne, et c'est Berlin qui pilote l'Europe. Bruxelles, c'est un machin, c'est la technocratie. Le russe, vous savez, il est très vertical, il lui faut un chef. Et donc le chef, par nature, c'est plutôt l'allemand. Et donc ils étaient persuadés que c'était Berlin qui était aux commandes. Et là, ils ont découvert que c'était plus compliqué que ça. Là, ils sont un peu tombés de leur chaise. Donc, cette fois-ci, il y a un ennemi désigné, mais c'est plus l'Ukraine. Et là, on a de quoi s'inquiéter. Deuxième élément, il va rappeler sa définition du multilatéralisme. Un mot important, parce que cela fait écho à un discours qu'on a ressorti des archives, 2007, conférence à Munich de l'OSCE, donc sur la sécurité, où Vladimir Poutine, parce qu'il avait pris au sérieux, avait rappelé en disant « Attention,
l'hégémonie d'une seule puissance, ça ne va pas. On n'est pas content de ce qui se passe depuis la fin de la guerre froide. Les Occidentaux, et surtout les États-Unis, ne doivent pas avoir le monopole des relations internationales. Je plaide pour le multilatéralisme. D'abord, on dit il est fou, pour qu'il parle. Là, évidemment, il reprend exactement le même terme, sauf que le terme de multilatéralisme n'a rien à voir avec nous, notre définition, ou celle, par exemple, d'Emmanuel Macron. Quand on parle de multilatéralisme, ça veut dire une politique internationale collective. Le multilatéralisme, c'est une autre définition dans la bouche d'un Russe ou d'un Chinois. Le multilatéralisme, ça veut dire c'est l'addition des États nationaux qui, intérêt bien compris, interviennent sur la scène internationale. C'est pas du tout pareil. Donc, on voit bien qu'il y a une prise en compte d'une nouvelle dimension du conflit, la dimension internationale. Ça y est, c'est fait. Là, le discours de Mars, il est sans ambiguïté aucune. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? D'abord, il y a eu les sanctions. Il y a eu les sanctions. On en est à 14 000 sanctions. C'est le record mondial. Jamais un pays n'a connu, l'Italie avec l'Éthiopie, Tunis, comme ça. Jamais aucun pays n'a connu autant de sanctions. Alors, dans ces sanctions, il y a de tout. Des sanctions contre des personnes. C'est un record mondial. Rappelez-vous, Bruno Le Maire, guerre économique, la Russie va disparaître, ne vous inquiétez pas. Je me souviens, vous vous souvenez avec moi vraisemblablement, j'ai découvert à l'occasion le fameux système SWIFT. Bon, je ne connaissais pas le système SWIFT. En Asie, c'était l'arme économique atomique. Je me souviens de l'expression. L'arme atomique. On va débrancher la Russie de SWIFT. Ça y a passé. En réalité, il s'est passé des choses. Bien sûr, tout ça n'est pas indolore, ça serait absurde que de le... Mais il est certain que les sanctions ont obligé la Russie à prendre des nouvelles mesures, et des mesures très protectionnistes. Soyons clairs, soyons honnêtes. Les mesures protectionnistes, elles ne datent pas de 2022. Elles datent au mieux de 2014. Enfin, elles datent peut-être de 2014, peut-être même déjà avant. Il y a, et ça c'est certain, au moins depuis 2014, une accélération de la réindustrialisation, du développement interne des infrastructures, avec un programme d'infrastructures gigantesque. Je vous rappelle, c'est quand même un pays qui fait 12 fuseaux horaires. Des infrastructures, je vous donne un exemple, avec les Français, on a ouvert le plus grand terminal gazier du monde, à Yamal. Yamal, vous y allez, c'est dans l'Arctique. C'est ce qui devait apporter plein de gaz, vous connaissez l'aventure. Total, pour 25%. J'espère que ça va. Donc, des investissements considérables, gigantesques. Un autre exemple. L'aviation civile avait disparu. Toutes les compagnies russes privées, Aeroflot, n'étant même pas plus compagnie d'État, Russia Airlines, etc., achètent des Boeing ou des Airbus. Bon. Eh bien, depuis 2014, ingénieurs, universités, usines, entreprises, l'objectif est de recréer une aviation civile russe. Le pays des Tupolev, des Ilyushin, etc., etc. Ils l'ont eu. Donc ils se disent, si on l'a eu, pourquoi on ne l'aurait pas maintenant? Et en plus, avec qualité presque égale de ce que ont fait les Occidentaux. Donc on voit bien qu'il y a depuis maintenant au moins une dizaine d'années l'idée d'une Russie non seulement autonome, mais qui retrouve, à partir de son capital intellectuel et de son histoire d'ingénieur, etc., Gagarine, les étoiles, etc., tout cela doit être mis à profit, et les sanctions nous y obligent en plus. C'est une contrainte positive d'une certaine façon. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Ces sanctions doivent être vraiment prises au sérieux, à la fois comme une volonté de fermer les circuits russes, ça a d'autres conséquences même internationales, mais aussi permet à la Russie, ou oblige la Russie plus exactement, à la fois se réindustrialiser sur l'agriculture. L'agriculture, on achetait tout. Vous arriviez à Moscou au début des années 2010, ils étaient, n'oublions jamais, ils essaient de sortir de ce qu'on appelle l'économie de rente. Qu'est-ce que c'est que l'économie de rente? C'est simple, c'est l'Arabie Saoudite, le gaz et le pétrole. Donc là, ils ont finalement enfin compris, j'ai envie de dire, enfin, que le gaz et le pétrole n'allaient pas forcément apporter la prospérité, il fallait autre chose.
Et donc relancer des activités propres et ne plus importer systématiquement des produits avec tous les inconvénients que cela peut avoir. Donc il s'agit bien véritablement d'une réorientation économique intérieure. Mais il y a aussi l'effet de sanction des réorientations économiques extérieures. Je vais être rapide, mais il est évident que le rapprochement avec la Chine, ici, trouve parfaitement son scénario. À savoir que désormais, puisque l'Ouest nous coupe les vivres et nous coupe également toute possibilité d'exportation, on va se tourner vers finalement notre frontière, notre plus grande frontière, à savoir l'Extrême-Orient. Alors évidemment, la Chine, quand même, il faut s'y arrêter 2 secondes sur cette affaire. Pour la Chine, on regagne intérêt. La Chine, c'est simple, elle voit ce qu'il y a au nord, c'est la Sibérie, l'Extrême-Orient. La Sibérie, c'est un coffre-fort. Il y a tout. Tout ce que vous voulez. Il suffit de l'exploiter. Et on n'en est qu'au début. Je rappelle qu'aujourd'hui, rien qu'en pétrole, la Russie est équivalente de l'Arabie Saoudite en termes de production. Il y en a encore davantage. Quand il n'y aura plus de pétrole en Arabie, on en retrouvera encore quelque part entre l'Arctique et la frontière chinoise. Tous les métaux rares, on les a. Tout. Ressources halieutiques, regardez du côté Pacifique, pas de problème. On comprend très bien comment un pays d'1 milliard d'habitants peut l'orner sur un coffre-fort qui n'est gardé qu'environ par 30 millions d'habitants. C'est ça la Sibérie. Il y a une poussée démographique chinoise vers le nord, pas énorme. Contrairement à ce que j'ai cru pendant longtemps, j'ai fait quelques vérifications à partir des statistiques démographiques aussi bien russes et même coupées par des statistiques américaines. Il n'y a pas tant que cela de déplacement de Chinois, je pensais que ça serait plus vers la zone nord. Mais les Russes ont très bien compris leur intérêt à travailler avec la Chine parce que d'abord, ils ne peuvent pas faire autrement. Conséquence, ils ont créé récemment des énormes oléoducs vers la Chine. Ils ont même ouvert, paraît-il, parce que dans source secondaire, une route. Le gros problème, on ne peut pas faire un chemin de fer nord-sud, pas possible. Les terrains ne s'y prêtent pas. C'est ongieux. Par contre, ce qu'il fallait trouver, c'est de l'asphalte qui résiste à des différences de température et à un sol qui bouge beaucoup. Apparemment, ils ont trouvé. Et donc, ils ont créé une sorte de super autoroute qui permettrait à des camions-citernes d'aller directement vers le sud, ou des camions de charge lourde. Inconvénient, la Chine, ça peut être un jour le bailleur. C'est-à-dire de mettre la Russie sous la dépendance de la Chine. Et ça, les Russes le savent très bien. Quand, il y a 6 ans, il y a eu une grande réflexion sur la fameuse route de la soie, parce que la route de la soie, c'est un chemin de fer. Un chemin de fer qui fait des tours et des détours, mais qui est l'objectif, l'Ouest. Les Chinois ont dit, écoutez, c'est pas bien compliqué, on prend tout en charge. La construction des gares, des zones de triage, pas de problème. On vous fait des super gares de triage, on sait faire. Ce qu'on vous demande juste, c'est que c'est nous simplement qui gérons les infrastructures. Là, les Russes ont dit non. Pas exagérer quand même, on ne vous confie pas les clés de la gare. Mais on voit bien, les Chinois étaient un peu dans la logique, le port du Pirée, on l'achète, et puis voilà. Donc là, ils étaient prêts à acheter toutes les infrastructures ferroviaires russes. Là, il y a une sorte de fierté nationale sur le chemin de fer, qui est un élément. Mais il n'y a pas que la Chine, évidemment, il y a l'Inde, et l'Iran joue un rôle important. Et tout cela, évidemment, va avoir aussi des conséquences politiques. Il est évident que les sanctions obligeant la Russie à développer des partenariats autres que l'Europe occidentale, et bien évidemment, ça a aussi des conséquences politiques, et on les voit déjà à l'œuvre. Premier élément qu'on a découvert, c'est la neutralité bienveillante de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Regardez les votes de l'ONU. Alors, le dernier vote de l'ONU, on a eu une belle déclaration en disant « Ah, l'Assemblée générale de l'ONU condamne la Russie ». Juste la question posée. L'Assemblée générale s'est prononcée sur le respect du droit international. Qui peut être contre le non-respect du droit international? Personne. Donc tout le monde a voté pour le respect du droit international. Ça ne veut pas dire que l'on condamne la Russie. Pour être naïf, il est évident que beaucoup de pays, pour des raisons diverses, aujourd'hui sont dans ce qu'on appellera une neutralité bienveillante. Prenez l'Égypte, aujourd'hui, très dépendante du blé ukrainien. Mais le blé ukrainien, il passera par la Turquie que si les bateaux russes l'autorisent. Donc, le Maroc, exactement pareil. Le Maroc dépend des manifestations sur le prix du pain, il n'y a pas longtemps. Le Maroc dépend du blé de la région, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples. On voit beaucoup de pays qui désormais se retrouvent dans une logique de partenariat nécessaire, pas volontaire évidemment, avec la Russie pour différentes raisons.
En fait, si on veut maintenant faire un peu de grand spectacle, on pourrait évoquer, c'est une hypothèse, un retournement du monde. C'est un peu le scénario catastrophe. C'est-à-dire, c'est la fin de l'Occident. On le dit, on le voit, on le pressent. On ne sait pas. En fait, nous ne savons pas de tout ce qui va se passer. Nous ne savons pas. Impossible d'imaginer quelle va être l'attitude des uns et des autres avec une Inde qui aujourd'hui vient de dépasser en nombre d'habitants la Chine, avec la Chine qui vient de dépasser par son PIB l'activité des États-Unis. Dans 5 ans, dans 6 ans, où sera-t-on? On n'en sait rien. Et la particularité de cette guerre, c'est qu'elle semble précipiter des transformations. Transformations-là, c'est presque du Schumpeter, la fameuse destruction créatrice, à une échelle mondiale. Depuis 1 an et demi, tout s'accélère. Tout ce qui était plus ou moins en germe, qu'on n'arrivait pas à définir, etc., tout est en train de s'accélérer de façon invraisemblable depuis 1 an. Sauf que l'accélération, on sait quand on appuie sur le champignon, on ne sait pas forcément quels sont les différents obstacles ou les évolutions de la route que l'on a devant soi. C'est le gros problème aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, où en sommes-nous? Nous appelons déjà. Oui, non, où en sommes-nous? Je rappelle 14 000 sanctions, record mondial, adaptation, reconstruction, très bien. Là, on voit bien que la Russie connaît une inflation. Hein. La Russie n'est pas indemne. On en est à 12% d'inflation, c'est lourd. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des contestations très nettes en Russie sur la situation sociale. Et depuis 1 an, le gouvernement n'arrête pas de multiplier, c'est un peu comme chez nous, l'argent magique. Pour plein de sujets, on donne des subventions. Subventions à la famille, subventions au logement, subventions à la construction, subventions... sans arrêt. Alors, c'est là qu'il faut s'interroger sur le régime aussi. Oui, c'est un régime, appelons-le vertical, autoritaire, ce que vous voudrez. Bon, c'est un régime, même s'il a d'autres partis politiques, c'est un régime qui est quand même soumis à des pressions. Ce n'est plus l'Union soviétique, ce n'est plus un régime de parti unique, ce n'est plus un système totalitaire. Certes, vous avez Navalny, Navalny c'est 0,02%. Par contre, il y a d'autres partis qui sont plus embêtants. Un parti communiste et un parti, appelons-le nationaliste puisque c'est son nom, l'ancien parti de Zhirinovsky. Associés, ces deux-là qui sont aujourd'hui dans une sorte de délire guerrier invraisemblable, c'est quand même la bagatelle de 22-23%. Je rappelle qu'il y a quand même des élections en 2024. Sans doute sans surprise. Russini va sans doute gagner. D'ailleurs, ils font tout pour, hein, je peux vous assurer, comme ils l'ont fait avant. Mais quand même, on ne peut pas, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, se permettre des grèves, se permettre des manifestations, se permettre une pression qui ne serait pas simplement moscovite. En plus, Moscou ne vote pas Poutine. Hein. Moscou, le maire actuel, il n'est pas c'est pas le même bord, si je puis dire. Une sorte de gentleman agreement. Moscou et Pétersbourg sont dans l'opposition. Donc, et ça, n'importe qui le comprend, le sent. Donc il y a aussi des tensions intérieures. Il faut ménager. La conscription était très impopulaire, la première conscription. Je dis la première parce qu'on évoque la deuxième. C'est intéressant quand on suit la presse. Cette deuxième conscription, on a l'impression que si on pouvait éviter de la faire, ça serait bien. On comprend que ça a été impopulaire. Il y a plein de jeunes qui ont fichu le camp. Et c'est normal. Les hôtels de Géorgie, de Tbilissi étaient pleins. Et donc, la grande crainte, c'est que la conscription, puis l'Afghanistan, la Tchétchénie, ça rappelle de très mauvais souvenirs, la conscription. Hein. Le mouvement des mers, celle du service militaire, 86-87. On se souvient de ces phénomènes-là. Et donc, évidemment, on sent bien, là, les autorités de Moscou sont évidemment très prudentes. On sent, sur toutes les décisions, on sent des prudences nécessaires. Car c'est un pays qui est toujours... Alors, il faut être clair, hein, coup d'État en version Poutine, remplacé par un démocrate, ça, je ne sais pas qui peut rêver à ça, c'est juste invraisemblable. Il n'en reste pas moins que, sondage après sondage, je peux vous dire que les sondages ne sont pas faux. Ils n'ont pas besoin d'être faux, d'ailleurs, vraisemblablement. Il suffit de regarder les coïncidences, d'ailleurs, des cartes électorales. Les sondages donnent Poutine est populaire. Alors évidemment, la popularité, lors de la conscription, tombe. Et dès qu'il y a de l'argent qui arrive, elle remonte. Bon, voilà. D'autres pays où ça ne monte pas, popularité. Mais c'est vrai que là, il y a un phénomène tout à fait étrange, c'est qu'il y a une solidarité qui s'est faite autour de la guerre. On ne peut pas complètement l'ignorer, et que s'il y a des oppositions, elles sont très minoritaires. Elles existent. Quand on lit même
la presse, même la presse régionale, il y a différentes façons d'exprimer sa non-adhésion à ce qu'on appelle l'opération spéciale. Je me rappelle, on ne parle pas de guerre encore officiellement en Russie, on parle d'opération spéciale, comme il s'agissait toujours simplement de libérer des territoires qui ont été conquis indûment par l'Ukraine. On revient sur l'affaire du 23 février. Il n'en reste pas moins qu'en plus, bon, tout cela, évidemment, n'exclut pas un durcissement politique. Depuis quelques semaines, on voit bien qu'il y a aussi un durcissement politique, on peut en parler. Mais après, il y a aujourd'hui, à l'évidence, c'est quand même des points névralgiques, d'autres points névralgiques qu'on ne peut pas non plus complètement balayer de la main. D'abord, il y a des problèmes géographiquement latéraux. Et là, on les surveille comme le lait sur le feu. La Transnistrie. Alors, je ne sais pas si vous savez où se trouve la Transnistrie, c'est un petit bout de machin, c'est un non-État, c'est un truc pas purement mafieux, entre l'Ukraine et la Moldavie, qui a proclamé son indépendance comme... j'ai vu des villages en 91 proclamer leur indépendance. On ne sait pas quoi faire, tout disparaissait. Donc la Transnistrie, peuplée essentiellement de russophones, proclame son indépendance. Oui, mais voilà, c'est que la Transnistrie peut devenir un lieu, c'est une large bande de terre, peut devenir un lieu de confrontation. Confrontation avec la Moldavie. Confrontation, encore, c'est un coin ukrainien qui pourrait s'enfoncer. Complétons la Moldavie, d'ailleurs, depuis quelques semaines, d'un coup, il y a des agitations dans le sud de la Moldavie, alors là, dans Tintin, un petit pays qui s'appelle la Gagaouzie. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose, mais Gagaouze, très intéressant. Je vous recommande la cuisine Gagaouze, elle est remarquable. Sans plaisanter, il est évident que là, je pense que la Russie n'est pas pour rien, il y a tout d'un coup des émeutes, des protestations de Gagaouze contre le régime de Chisinau. Et là, on voit bien que là aussi, on est quand même à deux doigts. Je vous rappelle que la Moldavie, c'est la frontière commune avec la Roumanie. Et alors là, la Roumanie, c'est un autre problème. C'est évidemment l'OTAN et l'Union européenne. Puisqu'on est dans ces problèmes frontaliers, alors, je passe la question de Kaliningrad. Là, il y a un point, ça ce sont ce qu'on appelle les points latéraux. Ils peuvent être dangereux, il faut les surveiller, mais après, il y a des points plus stratégiques. Là, c'est même pas le lait sur le feu, c'est carrément avec des lunettes, tenue de camouflage, et on ne bouge pas. L'Arctique. L'Arctique, avec ce qui se passe notamment avec les îles autour de la Norvège et autres, là, on sait, et là c'est régulier, on sait que l'Arctique, vraisemblablement un jour, sera un lieu de confrontation violente. Ne serait-ce que, à la fois pour des raisons géographiques, mais aussi pour des raisons de ressources. Il y a un point dangereux. Le point dangereux, me semble-t-il, mais là encore je ne suis pas spécialiste ni de géopolitique ni de question militaire, c'est la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Je pense que là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, des Polonais très compliqués, vraisemblablement ce sont les Polonais qui sont majoritaires dans le nombre de volontaires, les Russes s'appellent mercenaires, pardon, qui viennent combattre auprès des Ukrainiens. On estime à peu près à 20 000 hommes, peut-être plus, on ne sait pas, 20 000 hommes étrangers qui seraient en Ukraine, dont plus de la moitié seraient polonais. Ce n'est pas absurde. Mais bon, là encore, il faut être très prudent sur les chiffres. Mais il est certain que la Pologne a une attitude extrême, appelons-la quand même belliqueuse, pour faire vite. Belliqueuse, et la Biélorussie, c'est le voisin, mais la Biélorussie est alliée de la Russie. Depuis quelques jours, je crois depuis hier, Moscou a, cette fois-ci, de façon très claire, dit que voilà, on allait former l'armée biélorusse à l'utilisation des armes tactiques. Qu'est-ce que c'est qu'une arme tactique? Une arme nucléaire. Ça veut dire qu'il y aura des armes nucléaires en Biélorussie. Donc s'il y a le moindre problème entre la Biélorussie, avec M. Loukachenko qui est un peu particulier, et les Polonais qui semblent assez remonter dans cette période, le moindre problème, c'est là, c'est la confrontation directe OTAN-Russie. Donc là, on est quand même... Alors évidemment, tout le monde, ce que je dis là, c'est pas un secret, autant vous dire que les chancelleries sont quand même surveillent de très très près l'attitude polonaise, sachant que ce soit à Berlin, à Londres ou à Washington, on surveille aussi de très très près cette zone-là. Enfin, il y a d'autres, aujourd'hui, d'autres points éventuellement de tension. On parle du Kazakhstan. Le Kazakhstan, qui a aussi une frontière commune avec la Russie considérable, et auquel les Occidentaux imposeraient des sanctions parce qu'elle commerce avec la Russie.
Le Kazakhstan n'est pas un modèle non plus de... Si ça peut être un modèle de dictature, c'est pas un modèle de stabilité. Mais on voit bien aussi la tentative de créer